Salut à tous les astrologues et tous ceux qui, eux aussi aux curieux, qui peuvent venir voir tout étonné. Comment ça se fait que, avec l'astrologie, on nous dit pourtant que ça vaut rien du tout, on peut arriver à prévoir autant de choses qui sont exactes alors que les politiciens ou les économistes ou les sondeurs statisticiens se plantent tous allègrement. Voilà, petit résumé des épisodes précédents, on pourrait dire. C'est tout simplement peut-être qu'on vous a menti sur le fait que l'astrologie n'est pas une science et qu'effectivement il y a des processus à l'intérieur, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois, des processus à l'intérieur qui ont été reconnus scientifiquement, mais qu'on nous passe sous silence, même sur Wikipédia, par exemple le Wikipédia anglais et le Wikipédia français ne contiennent pas les mêmes éléments sur l'astrologie, c'est bizarre. Pourtant, on pourrait croire qu'il y a une connaissance scientifique mondiale, non, la science en France est différente des autres sciences. L'astrologie peut être étudiée par exemple dans les universités américaines, peut être étudiée comme pendant à la psychologie, c'est un des moyens d'étudier la psychologie, puisque Jung, qui est très connu comme qui est la référence en tant que psychanalyste, c'est la référence aux États-Unis, alors qu'en France c'est plutôt Freud ou Lacan. Et donc Jung, on le prend pour un allumé, quoi. Oui, parce qu'il utilisait tout le temps l'astrologie pour soigner ses malades et ça marchait très bien. Mais ça, faut pas le dire en France. Donc ça fait que la définition du mot astrologie sur Wikipédia n'est pas la même en anglais ou aux États-Unis qu'en France. Ce qui montre qu'on n'a pas la même science, quoi. C'est-à-dire on est en France, on a une science spécialement adaptée pour les Français qui ne comprendraient pas qu'on leur explique qu'il faut lutter contre l'obscurantisme et qu'on leur dise en même temps que l'astrologie est une science. Non, il faut tout mettre l'astrologie avec la voyance, avec les croyances fausses, avec tout ça, et les sectes. Et les complotistes, tout ça, c'est le même paquet ficelé pour vous, pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. En fait, on vous prend pour des imbéciles, quoi, puisque on vous protège soigneusement de choses qui pourraient vous faire réfléchir autrement. Bref, voilà, c'est dit. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour entamer ma petite causerie improvisée, comme tous les 15 jours, en vous invitant à regarder les commentaires que j'ai mis dans la nouvelle lune précédente et dans la pleine lune précédente, qui ont tous été censurés par sûrement un algorithme, quoi, puisqu'il n'y a jamais personne derrière, n'est-ce pas, tout. Donc il y a un algorithme qui a été bien inspiré c'est des bots, quoi, comme on dit, de censurer ce que j'avais mis comme réponse à une question qui était intéressante en soi, hein, qui était en gros comment ça se fait que faisant de l'astrologie, c'était comment la question, dans un domaine comme l'astrologie, ton positionnement idéologique affiché est regrettable. Alors, donc j'ai remis les commentaires, mais enfin je peux le résumer rapidement. Le fait même que ça a été censuré prouve que l'idéologie n'est jamais là où on nous recommande de la voir. Ça, c'est pour la réponse à ce mec, parce qu'en soi, le fait que mais ça a été censuré, puis après ça a été remis. C'est-à-dire que quand tout le monde est parti, puisque la nouvelle lune et la pleine lune est passée, et on sait que les gens préfèrent regarder ça avant ou pendant la nouvelle lune, mais après ils y reviennent pas, c'est normal. Quoique je conseille d'y revenir surtout aux pleines lunes, parce que je donne des enseignements pendant les pleines lunes, donc c'est intéressant de les voir en tant que cours et pas simplement que description momentanée de ce qui se passe. Donc voilà, ce qui est regrettable, donc plutôt que c'est pas un positionnement idéologique, quoi, c'est que quand on interprète astrologiquement les cycles, on peut échapper à tous les lavages de cerveau, les mensonges politiques d'État, les sectarismes religieux ou nationalistes, toutes les inversions des valeurs qui sont actuellement très fortes, bien visibles, voire les propos de Johann Chapoutot en particulier, qui alerte par rapport à un climat, qui est un spécialiste du nazisme, qui a étudié comment c'est arrivé le nazisme, qui repère qu'en fait on a exactement les mêmes éléments, les mêmes ingrédients qui sont en train de se placer un par un en file indienne avant de déclencher quoi, ce qui risque d'être un vrai problème. Donc le fait de dénoncer, si on a une lucidité par rapport au cycle et qu'on a étudié comment ils ont fonctionné dans les cycles précédents, cette lucidité empêche, l'étude des cycles donc empêche les manipulations mensongères pré-fascistes dont parle Johann Chapoutot, et c'est pas une attitude idéologique, ça c'est une attitude de conscience, à moins que la conscience soit idéologique. Donc si on veut alerter sur cette régression collective antispirituelle qui est immorale et dangereuse, hein, si on dit que ça c'est de l'idéologie, alors vive l'idéologie plutôt que
cynisme nihiliste et le mensonge intéressé qui ont peu à peu remplacé l'information authentique sur la plupart des médias. Donc l'idéologie qui dit pas son nom et qui se cache derrière le bon sens, hein. Regardez Trump, il fait sa guerre, c'est au nom du bon sens. Le bon sens normosé, c'est toujours plus dangereux que ce qu'on nous dit de nous méfier de l'idéologie. Parce que l'idéologie, des fois, c'est pas l'idéologie. Ça peut être tout simplement de l'idéalisme, et ça n'a rien à voir. Donc, enfin, les épisodes historiques sont suffisamment nombreux pour nous inviter à pas nous réveiller trop tard, quand le Big Brother aura tout bouffé sous son contrôle totalitaire, voir Hannah Arendt sur le sujet de la banalité du mal. La banalité du mal est bel en bien en train de tout bouffer notre débat démocratique et surtout nos valeurs collectives qui sont à la base du vote. Hein. Si vous n'avez pas de valeurs, quand vous glissez un bulletin de vote, vous savez même pas ce que vous faites. Donc ça sert à rien, démocratie, s'il n'y a pas d'information et s'il n'y a pas des valeurs. Donc, et les valeurs, c'est une forme d'idéalisme qui dit j'ai envie de ça comme type de société. Alors on y arrive peu ou prou, des fois pas du tout, surtout si les politiques sont malhonnêtes, mais bon, et qui disent des choses qui font l'inverse. Mais sinon, si on a des valeurs et que ces valeurs, on essaie de les mettre en place, on peut y arriver. Il y a très très peu d'hommes politiques qui sont capables de faire ça. Et d'ailleurs, quand il y en a, en général, ils se font vertement critiquer parce qu'en disant la vérité, ils dérangent les autres. Voilà. Donc, le reste de Alors, le fait en plus que fait BRL, que pour ma part, je vis une expérience physique dans mon corps qui est spéciale, quoi, qui vient pas du tout des copier-coller d'Internet, c'est-à-dire que ça vient pas d'opinion, mais de mon vécu. J'ai été chassé violemment de chez moi, j'ai été effacé discrètement de tous mes droits humains et citoyens minimaux, simplement parce que j'ai une allergie aux ondes, le HS, donc, comme des dizaines de milliers de citoyens, au minimum, hein, puisque l'ANSES parle de 5%, donc ça, en France, ça ferait 3,5 millions de gens qui sont victimes, et plutôt d'électrosensibilité plutôt que plutôt d'hyper-électrosensibilité. Donc tout ça, c'est dans une omerta médiatique quasi absolue, hein, qui est soutenue par les fake sciences des lobbies, qui sont des sciences qui sont fabriquées pour un besoin capitaliste et non pas pour le besoin de la vérité. Et le fait que je survive depuis 10 ans en tant que naufragé des ondes, donc obligé de vivre en permanence presque dans une cage Faraday, sous peine de malaise insupportable, ça me permet d'être un peu plus lucide que d'autres, excusez-moi, sur le programme pré-fasciste, ce que j'appelle le soft fascisme du macronien, qui était mis en place dans notre pays, qui était autrefois encore démocratique. Donc, rappelons donc pour les références à Yoann Chapoutot qu'il y avait une majorité de Français qui croyaient sous Pétain que si on mettait toutes les familles juives ensemble dans les trains, c'était parce qu'on voulait faire un regroupement familial dans les villages en Pologne, et où ils auraient de l'espace pour vivre, évidemment. Donc il n'y avait pas de quoi geindre, hein. C'était presque sympa, en fait, pourrait dire Zemmour ou les révisionnistes actuels qui sont très nombreux. Et donc ceux qui résistaient, qui étaient au courant du génocide et qui essayaient d'y résister, étaient appelés terroristes. Donc la boucle est en train de se boucler à nouveau. On dirait que ceux qui sont conscients sont accusés d'être des idéologues. Donc c'est un peu à une échelle bien différente, évidemment. C'est ce qui se passe à Gaza aussi, hein, et avec les gens qui essaient de dénoncer par humanisme et qui sont accusés d'antisémitisme parce qu'ils dénoncent le génocide commis par Israël. Bon, génocide 100 fois moins puissant que celui de l'Allemagne nazie, mais un génocide, ça reste un génocide, c'est inacceptable totalement, quelle que soit la quantité de gens qui sont génocidés, quoi. Entre 6 millions de juifs d'un côté, et puis 80 000 ou 100 000, on ne sait pas trop, palestiniens civils massacrés, c'est le même scandale. Il y en aurait même que 2 ou 3 civils qui seraient massacrés pour rien, que déjà ça serait un scandale. Bon là, alors pour les EHS en France, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que cette maladie des ondes, quoi, ça fait partie elle a été, l'information sur ce qui se passe pour ces gens-là a été supprimée par des décrets macroniens pour complaire à son projet, voilà, le projet, voilà, qu'il avait de faire le New Deal mobile, c'est-à-dire d'équiper toute la France, même dans les recoins les plus de support d'antenne ou voilà. Donc il n'y a pas d'idéologie là-dedans, évidemment, hein, c'est juste on supprime
pour notre bien les zones blanches qui sont habitables, et du coup ceux qui sont obligés de se réfugier dessus parce que sinon ils peuvent pas survivre sous les autres endroits, ils sont condamnés par irradiation à la peine de mort, alors que c'est aboli en France. Donc, beaucoup de gens sont pas au courant de ce que j'appelle ce soft fascisme, ce fascisme doux, quoi. C'est plus, c'est moins le bruit des bottes que la vaseline, quoi. Et c'est pourtant un fascisme bien concret. Et si vous savez percer à jour l'omerta et le lavage de cerveau qui va avec sur la non-existence du danger des ondes, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez fait pour percer cette omerta, parce que il y a beaucoup de vies à sauver, et je fais partie de ceux qui essaient de sauver des vies. Bon, si c'est encore autorisé, évidemment, et si on n'est pas censuré à chaque fois qu'on essaye de dire ça. Vous pouvez voir les sites de l'association Zone Blanche ou de Poème 26 pour vous tenir au courant de ce qui se passe au niveau de ce scandale qui n'éclate jamais, puisqu'il est strictement interdit d'en parler sur tous les médias. Il y a on fait même croire que c'est du complotisme, ou que c'est quelque chose qui a été inventé. Enfin bon, c'est assez délirant. Alors que comme l'ANSES, qui sont pas des gauchistes, qui sont comme une agence gouvernementale, dit qu'il y a quand même 5% des populations qui sont atteintes par cette maladie, et qu'en même temps il faut prétendre qu'elle n'existe pas, c'est vraiment le mensonge à l'état pur, quoi, qui a lieu, et personne ne s'en inquiète. Donc évidemment avec l'IA, la quantité d'ondes augmente encore, et ça va accélérer le changement climatique, la pollution radioactive des réacteurs aussi, des EPR, puisqu'il faut des EPR, des nouveaux réacteurs nucléaires pour nourrir 10 fois plus de consommation électrique si on se sert de l'IA, et tout le monde se met à s'en servir alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin, même, surtout y compris ceux qui n'en ont pas besoin d'ailleurs. Donc, alors qu'est-ce qui circule dans les antennes? Des conneries générées par l'IA, qui fait que l'IA, plus ça va se démocratiser par des gens qui font n'importe quoi avec, plus elle va devenir con, et ça sera ce que j'appelle l'idiocratie artificielle, non plus l'intelligence artificielle. Et c'est ça qu'on veut mettre, en place partout. Donc évidemment, il faut, pour sortir de ce piège mortel collectivement organisé, ça exige de chacun un discernement politique, pour contrer toutes ces idéologies mensongères, au pouvoir qui prétendent hypocritement ne pas être des idéologies, c'est d'où la question. Mais aussi, il faut de la compassion solidaire, surtout, et une rigueur déterminée et patiente, surtout ensuite dans l'action de résilience ou de résistance. Voilà, résilience, c'est plutôt au niveau individuel, de résister, ne pas tomber déprimé devant l'accumulation de mauvaises nouvelles, d'écrasement de l'individu par les systèmes politiques partout. Et la résistance, c'est plus collectif, c'est-à-dire trouver des moyens à plusieurs de créer des barrières pour éviter que cette destruction systématique du monde par le système capitaliste. Bon, c'est pas évident, mais voilà, il faut toujours essayer quand même. Et tous ceux qui essayent de contrer ce totalitarisme néo-réactionnaire ou poutinien qui est en train de s'avancer partout dans tous les pays du monde, juste pour voir, parce qu'on n'a pas encore essayé, bien sûr, le fascisme, faut essayer toujours. On va voter pour les fascistes parce que on n'a pas encore essayé. Ouais. Enfin bref, donc si vous voulez essayer plutôt de contrer ce fascisme, c'est pas l'idéologie, ça s'appelle le vrai bon sens, et non pas le bon sens trumpien. Voilà. J'avais répondu aussi au lien vers Eric Sadin, qui était très très intéressant, mais qui était un peu long et qui malheureusement dénonce à fond tous les dérives que peut donner l'intelligence artificielle, ou même les smartphones également. Mais bizarrement, il n'a pas vu que l'un des ingrédients principaux des causes de dépression, de suicide et tout ça, c'est pas les réseaux sociaux comme on nous fait croire. C'est que pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur un smartphone, vous vous balancez plein d'ondes dans la figure, et qu'il a été prouvé par plein de découvertes scientifiques et des IRM qui ont été faits, que les zones du cerveau qui sont plus d'une heure exposées à un téléphone portable, elles sont carrément grillées, donc les neurones s'affaiblissent, et on a évidemment une baisse énorme du tonus de vie qui est courante chez les adolescents. L'énergie se perd dans ce scrolling perpétuel, et ça abîme en même temps que les réseaux sociaux disent des conneries. La personne devient de plus en plus avide de conneries parce que son propre niveau intellectuel baisse en même temps qu'elle regarde. Donc, on devient idiot, j'ai envie de dire, et
par là même, on va réclamer aux algorithmes de nous présenter des trucs de plus en plus idiots, et sans pouvoir décoller comme une drogue, comme les sucreries, quoi. On s'empoisonne petit à petit, alors en croyant que c'est bon, hein, comme du sucre ou des bonbons, voilà, on va les manger, plus on en mange, plus on a envie, puisque c'est une addiction, et dans cette addiction, on tourne en rond. Mais en plus de l'addiction, qui est un phénomène, on pourrait dire, psychomental, hein, il y a un phénomène physiologique qui est le bombardement par les ondes, qui fait que la boîte crânienne qui est plus fine chez les jeunes, puisqu'elle finit de se fermer vers 15 ans, d'où l'âge de 15 ans qui a été déterminé apparemment, puisque apparemment Macron a décidé d'interdire au moins de 15 ans les réseaux sociaux. Donc cet âge de 15 ans d'où il sort, il sort tout simplement de l'information qui est connue dans la Silicon Valley, dans les grands ponts de la Silicon Valley. Ils n'autorisent jamais leurs enfants à eux, hein, de moins de 15 ans à utiliser un portable en permanence. Ils peuvent l'utiliser et le refermer aussitôt. Enfin, il y a des contrôles parentaux, ils mettent bien en place de manière à ce que l'enfant ne possède pas en fait à sa disposition ce que j'appelle un idiot phone, que eux ils ont appelé smartphone parce que il faut bien faire leur pub, mais eux chez eux ils savent que c'est un idiot phone puisqu'ils l'interdisent à leurs propres enfants le temps que leur développement cérébral soit terminé à 15 ans, c'est-à-dire que les points de la boîte crânienne se referme complètement puisqu'elle a atteint sa taille maximale, et donc elle sert de coque protectrice un petit peu pour éviter que les ondes rentrent en trop grande quantité et abîment le cerveau et les neurones. Donc ce faisant, voilà, ils interdisent complètement. Donc comment ça se fait que eux, qui sont hyper au courant de comment fonctionne leur propre technologie qu'ils vendent, ils l'interdisent à leurs propres enfants? C'est bien qu'ils savent très bien que le problème n'est pas le réseau social ou les conneries que raconte l'influenceur, mais le vrai, même si c'est un vrai problème, ce que je nie pas du tout, hein, c'est assez grave ce qui se passe aussi au niveau de la bêtise engendrée par ces influenceurs. Mais bon, le vrai gros problème qui est complètement passé sous silence par tous les médias, par cette interdiction aussi des réseaux sociaux, c'est le problème que ces trucs allumés en permanence, les Wi-Fi allumés en permanence, sont destructrices pour les neurones. Et ça, c'est pas dit et c'est très dommage. On pourrait dire que pour vous-même, il faudrait toujours utiliser la Wi-Fi seulement de temps en temps et la laisser fermer par défaut. Je sais qu'il y a des gens qui laissent la Wi-Fi allumée par défaut. C'est une catastrophe parce que il faut savoir, vous allez rayonner sur 25-30 mètres dans tout l'immeuble, les voisins du dessus, du dessous, à droite, à gauche, partout. Sur 50 mètres à la ronde, vous allez rayonner un rayonnement qui est complètement destructeur pour les cellules nerveuses des petits-enfants. Et plus c'est des bébés, plus c'est grave. Donc vous êtes en train d'affaiblir complètement la race humaine parce que vous n'êtes pas foutu de régler votre ordinateur sur Wi-Fi fermé et Wi-Fi j'ouvre seulement si j'ai un vrai besoin. Souvent c'est des faux besoins. Le besoin de regarder un film en streaming dans son lit sans le fil. Bon d'accord, mais le film vous le téléchargez complètement et vous le regardez sans le fil aussi, et il n'y a pas besoin de streaming. Et à ce moment-là, vous empêchez pas de dormir des gamins qui vont après avoir des problèmes scolaires énormes et même des problèmes pour toute leur vie, parce que vous les avez arrosés de Wi-Fi en croyant que c'est pas dangereux. C'est pas ce que vous croyez qui compte, c'est la réalité qui compte, c'est la vérité. Et donc ça, c'est vraiment à savoir, quoi. Voilà, c'est sucre, Coca-Cola, viande et Wi-Fi, enfin ondes électromagnétiques, tout ça c'est le même combat, c'est-à-dire ce sont des systèmes destructeurs qui abîment le corps et on vous dit que c'est pas dangereux. Allez, prends ton petit Coca avec ton hamburger et scroll, vas-y. Et avec les trois, t'es sûr de devenir complètement idiot, mais on se dira, il est comme ça, le pauvre. On saura pas qu'en fait t'aurais pu devenir quelqu'un de très intelligent et qu'on t'a détruit le cerveau avec ce soi-disant progrès technique. Voilà, il y a des jeunes qui s'en rendent compte, hein, qui se lancent dans des programmes de désintoxication numérique, avec des endroits où on peut, c'est ce que je compte organiser aussi, des stages de déconnexion, parce que vraiment, ça peut faire beaucoup de bien de retrouver ses vraies facultés humaines, ses facultés de contact avec l'autre, ses facultés, voilà. Et ça, c'est comme des cures de désintoxication, alcool ou drogue, ça peut agir très fortement pour relever la psyché de gens qui sont abîmés par ça, mais en même temps, c'est pas toujours facile à faire et ça peut arriver trop tard, hein. Il faut vraiment une bonne intelligence pour faire ça, et la plupart des gens se rendent même pas compte qu'ils ont ça à faire. Ils disent non, moi j'aime bien ça, je veux mon scrolling préféré,
De même que les gens qui arrivent pas à arrêter de boire du Coca-Cola ou de manger sucreries parce que bon, bah voilà, ils sont contents, c'est bon. Ils vont dire, arrêtez d'être grossophobes. Ben non, il n'y a pas de, il n'y a pas de grossophobie là-dedans. On dit simplement que c'est pas un hasard si tu fais 50 kilos de trop. C'est bien parce que il y a un rapport avec ce que tu bouffes. Mais alors les gens, ah ouais, tu veux me culpabiliser. Bon, des fois on peut plus parler des causes et des effets tellement il y a des fausses causes qui sont invoquées pour tout et n'importe quoi. Évidemment, il peut y avoir un dérèglement hormonal, mais d'où il vient? Vous verrez que si vous allez chez des groupes de végétariens, ce dérèglement hormonal n'existe pas. Bah, comment ça se fait? Donc, voilà, c'est des exemples. Enfin bon, on va pas insister là-dessus. Voilà. Donc c'est des décisions à prendre, quoi. Pour vraiment pour se réveiller de ces conditionnements extrêmement dangereux qui sont de plus en plus dangereux, de plus en plus nombreux et qui font qu'on saura plus bientôt d'où viennent nos maladies et que tout le monde sera malade. Moi je pense actuellement que l'usage de plus de 2-3 heures par jour d'un portable donc allumé quoi sur internet ou pas d'ailleurs, il suffit qu'il soit dans votre poche allumé en permanence, c'est suffisant. Il sonde quand même les antennes et donc il fait des allers-retours d'informations, donc il vous arrose en permanence de rayonnement, d'irradiation. Et ces irradiations, si on n'en fait rien, ben ça évidemment ça abîme, je pense, abîme le corps jusqu'à enlever environ 10 ans de vie, d'espérance de vie à tout le monde. Bon, évidemment, pour quelqu'un de plus âgé, ça peut venir plus vite. Pour un enfant, on va pas le voir du tout. Par contre, on va voir qu'il peut très bien être amené au suicide. Il y a une jeune fille qui s'est suicidée après avoir fait un écrit parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle était accro aux réseaux sociaux et puis à son portable depuis l'âge de 6 ans. Depuis 6 ans, ses parents lui avaient offert à 6 ans, tiens, vas-y, fais mumuse avec un idiot de faune. Et bon, ben, elle s'est suicidée, quoi. Et il y a eu une décision de la justice aux États-Unis ils ont gagné le procès contre l'addiction aux réseaux sociaux, et ils ont réussi à prouver que cette addiction était fabriquée par les algorithmes des GAFAM, quoi, qui ont bien pour but non pas de faire du bien aux gens, mais de les coincer, en fait, de les bloquer dans une position de consommateur perpétuel. On fabrique l'addiction. Voilà. Toujours est-il que même là, aux États-Unis, le problème de EHS, le problème des ondes électromagnétiques est pas abordé, quoi. Toujours pas. C'est vraiment très très dommage. On va regarder un peu cette pleine lune. Je rappelle que vous pouvez vous reporter aux 12 pleines lunes avec les 12 travaux d'Hercule qui sont sur mon site. Pour savoir, par exemple, pour le premier travail, c'est la capture des cavales de Diomède, des cavales mangeuses d'hommes, qui représentent ce mythe représente le signe du Bélier, dans lequel c'est la pleine lune actuelle qui va avoir lieu. Donc j'ai même pas marqué sur mon papier, j'ai même pas marqué la date, je vous la redonne. Elle a lieu donc le 2 avril 2026, donc ça fera 4h12 du matin. Alors, ça tombe mal par moment. C'est un moment, soit il faut se lever, soit on n'est pas encore couché, mais enfin voilà. Et donc c'est un moment où par cette pleine lune, on sera dans la pleine lune du Bélier, c'est-à-dire que la pleine lune réellement est dans le signe de la Balance. À chaque fois, la pleine lune est toujours dans le signe en face où est le soleil. Ils m'ont dit toujours pleine lune du Bélier parce que c'est la pleine lune. La pleine lune, c'est ce qui éclaire la conscience, c'est ce qui va éclairer la conscience du signe du Bélier, le signe où est le soleil. La pleine lune est juste en face, elle est éclairée par le soleil, donc la conscience va refléter la conscience du Bélier dans le signe de la Balance. Donc, on avait déjà vu la pleine précédente était presque en Bélier, mais elle était fin Poisson. Donc ça y est, là, on rentre dans le dur, j'ai envie de dire, on rentre dans le Bélier, qui est un signe très 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 particulier, très fort. Et vous pouvez voir sur votre écran un mandala très particulier qui permet de comprendre, qui dessine le signe du Bélier, qui est un signe, une espèce de V un peu arrondi, qui représente la vie aussi, la vitalité, V comme vitalité, et
et vir aussi, qui veut dire force en latin, qui a donné viril, qui peut donner le mot vérité aussi. La vraie virilité, c'est le mélange entre le courage, le courage masculin, qu'on peut trouver chez les femmes aussi, hein. Mais ça veut dire, l'origine étymologique, c'est ça, courage. Et ça a donné, il y a deux autres mots qui viennent de la même racine, qui est le mot vertu, c'est-à-dire le fameux idéalisme dont je parlais tout à l'heure, qu'il ne faut pas confondre avec l'idéologie. L'idéologie est un système, alors l'idéalisme, c'est ce qui est plus haut dans l'être humain, c'est quelles sont les idées que j'ai envie d'avoir comme valeur pour avancer dans la vie. Donc ça, c'est intéressant pour chacun de trouver ses propres valeurs. Sinon, il avance selon l'intérêt du moment, selon les désirs, selon ce qui va lui faire plaisir, et c'est comme ça qu'on devient un consommateur moyen, et qu'on fabrique son malheur au fur et à mesure, alors qu'on cherche du plaisir, et on trouve que à la fin que du malheur. C'est vraiment très décevant, mais c'est parce qu'on a cru un système qui est faux. Alors que si vous avez des vraies valeurs et que vous recherchez à incarner ces valeurs-là, cette cohérence avec vous-même va de soi-même vous mener vers l'autre mot-clé après vertu. La vertu, je viens de la décrire, et cette vertu va vous mener vers l'autre mot qui a la même racine, c'est le mot vérité. La vérité, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, ou c'est quelque chose où chacun sa vérité, comme on entend des fois. Non, la vérité existe. On le sait avec la science, par exemple. Le monde fonctionne d'une certaine manière, la gravité, les ondes, l'électricité, tout ça. Il y a des fonctionnements physiques qui existent, et plus on apprend à les connaître, plus on connaît la vérité sur le fonctionnement du monde. C'est pas du tout quelque chose qui n'existe pas, la vérité. Et il existe aussi de la vérité au niveau spirituel. Alors ça, de par le foutoir qu'ont mis toutes les religions avec leurs dogmes, leurs interdits, leur manière de, oui, leur rituel plus ou moins folklorique, chacune d'elles, et puis le pli qui a été donné par l'enseignant principal qui a déclenché, des fois malgré lui d'ailleurs, cette religion, eh bien, cette tendance en fait civilisationnelle qu'est la religion a empêché de comprendre ce qu'est la vraie spiritualité. Mais la vraie spiritualité, c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que c'est que la vérité sur le monde et soi-même. Connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux, disaient les anciens. Donc il y a des vérités à trouver sur soi-même, et plus on trouve sa propre vérité, plus on comprend la vérité avec un grand V majuscule. Personne ne peut poser la vérité, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais plus on s'approche de sa vérité intérieure, plus en fait quelque chose s'aligne avec l'humain en général, avec le pourquoi de l'humain sur Terre en général, avec le pourquoi de la vie. Et ce pourquoi de la vie étant de mieux en mieux intégré, de mieux en mieux compris, de mieux en mieux ressenti, de mieux en mieux aimé aussi, eh bien, la vérité se dévoile petit à petit comme étant l'ordre du monde, en fait, ce qu'on appelle, ce qui a donné le mot cosmos, hein. Donc toute cosmologie ou astrologie font partie de ces moyens de mettre de l'ordre dans un monde qui paraît chaotique et qui paraît d'autant plus qu'on a viré Dieu à cause des religions et de leurs excès. On a viré Dieu par la porte à grands coups de pied au derrière, mais il revient par la fenêtre, ce qui est très bizarre, parce que les gens reviennent par la spiritualité, ce qui est la véritable origine du mot Dieu. C'est pas le Dieu, c'est un mot pour lequel on s'écharpe, quoi. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça qu'il vaut des fois mieux pas utiliser ce mot-là. On peut parler du divin en soi plutôt que Dieu, parce que le Dieu extérieur, sous son nuage qui organise le monde, c'est une sacrée illusion quand même, quoi. Donc il y en a qui y croient, donc je ne veux pas les déranger, mais bon, ça marche pas du tout comme ça. Il faut lire Spinoza déjà sur la question du Dieu nature, le Dieu qui serait l'existence même, en fait. La vie elle-même serait Dieu. Et donc la divinité serait pas un bonhomme avec une grande barbe installé sur un nuage qui commande tout, sinon il y aurait plein de... Même la présence du mal dans le monde ne s'expliquerait plus. C'est ça le problème, justement. Alors que si on sait que le Dieu est intérieur, qu'il faut le dévoiler, le rechercher, il est évident qu'on voit que le mal, il est en nous à ce moment-là. De même que Dieu est en nous, le mal est en nous. Et si au lieu de voir l'extérieur chez l'étranger, l'autre, celui qui nous plaît pas, notre ennemi, quoi, si on commence, dès que votre regard voit le mal, on jette son œil au loin, comme disait Jésus, on refuse ce regard qui voit le mal extérieur et qu'on retourne le regard vers soi-même. D'où ça vient que je pense mal, que je juge mal,
quand on retourne son regard sur soi-même, qu'on regarde d'où vient... Il y a une formule qui montre ça, il dit, quand tu montres du doigt quelqu'un, lui, là, l'étranger, tout ça, quand tu montres du doigt, il y a 3 doigts qui sont dirigés vers toi. Vous avez qu'à le faire avec la main, vous allez voir, il y a 3 doigts. Donc ça veut dire qu'il y a un doigt qui est unique, c'est celui du jugement, mais il y a 3 doigts, 3 c'est le chiffre de l'intelligence, il y a 3 doigts qui indiquent, non, le jugement, il vient de toi, il vient de moi-même. J'ai jugé, par où je juge, par où tu juges, tu es jugé, disait Jésus. Bah oui, c'est ça. Il y a un truc dans le jugement, quand on voit le mal dans l'autre, en fait, c'est un mal qu'on a, c'est-à-dire une ignorance qu'on n'a pas compris en nous-mêmes, qui nous fait projeter le mal sur l'autre, qui nous fait voir ce qui va pas chez l'autre. Dès que vous voyez ce qui va pas chez l'autre, ayez immédiatement le réflexe de vous dire, attends, si je vois ça, d'où je tiens cette information que ça va pas chez lui? Est-ce que c'est pas quelque chose qui va pas chez moi, justement, qui fait que je vois ça? Et en général, bingo, ça marche à tous les coups, ce qui fait que votre conscience augmente et votre intelligence augmente en faisant ça. Et votre compassion aussi, parce que du coup, vous voyez que vous ne pouvez plus juger personne. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut. Comme je dis souvent, si on fait du mieux qu'on peut, alors il n'y a pas mieux. C'est-à-dire que chacun essaye de s'en sortir au mieux, mais il y a une connaissance à avoir quand même, parce que ceux qui essayent de s'en sortir en écrasant les autres, en les tuant, ou comme ça se passe en ce moment dans le monde, évidemment, ceux-là, ils sont pas en train de, ils font peut-être de leur mieux, mais pour détruire autrui. Donc ça, c'est très différent. Non, quand je parle de mieux, c'est du mieux qu'on peut pour être aimant, pour être conscient et pour être utile dans ses actes. Voilà. Alors, ce signe du bélier, c'est le signe de la résurrection de Pâques, c'est celui, c'est une résurrection, donc du Christ. Pour les Juifs, c'est Pâques, c'est la fête de Pâques. Mais c'est effectivement un moment de mort-renaissance, puisque l'hiver se termine. Donc, alors, à quoi il faut mourir? Pour renaître à quoi? On pourrait poser ces 2 questions, quoi. L'humain est immergé dans le monde de la forme, dans la matière, là, et à partir de là, le chemin de sa volonté, de tout ce qu'il va faire, ça va être plein de projections dues à son inconscient. Et donc c'est un chemin qui est fait d'illusions, d'apparence et d'ignorance, pour la plupart des gens. C'est-à-dire que le bélier représente un peu l'homme enfantin, l'homme qui avance sur la voie, avec sa bite et son couteau, comme on dit pour rigoler. Mais voilà, il représente Hercule aussi dans les mythes d'Hercule, là, qui représente le soleil, donc l'âme, et le zodiaque, la voie, c'est la voie des lumières de la vie, hein, ou zoodiakos, c'est le cercle, on pourrait dire, des animaux, zoo, ou de la vie, zoé. Donc c'est au choix. Donc moi je pense plutôt que c'est la voie des lumières de la vie, les lumières étant les astres évidemment. Et donc le bélier, il avance avec enthousiasme, il démarre ce zodiaque concret, quoi. Alors c'est le zodiaque matériel qui commence en bélier, le zodiaque spirituel, je rappelle, il commence au 02 de Capricorne, Noël. Donc il est plein de bonne volonté, d'enthousiasme, d'espoir, c'est les qualités du bélier, hein. Mais il est complètement immature par rapport à la spiritualité, puisque le bélier est le contraire du poisson, hein. Le poisson, c'est la grande maturité spirituelle qui est des fois spontanée, naturelle chez les natifs du poisson. Ils ont comme un sens divin intuitif, quoi, plus ou moins, qui en fait des mystiques, qui en fait facilement des mystiques, ou alors s'ils recherchent ça dans des substances, ben, ça en fait des drogués, tant pis pour eux, s'ils se sont trompés. Mais par contre, le bélier, lui, son sens divin, il n'est pas du tout expérimenté, quoi. Il fonce avec son corps et sa vitalité dans le monde, et surtout, il croit dans son moi, il croit dans... Il faut bien voir que le Mars est en domicile et le Soleil en exaltation. Donc, si on veut, Mars, c'est cette vitalité extrêmement qui l'envahit, hein. Il y a une volonté de puissance, dirait Nietzsche, il y a une volonté d'énergie, je préfère dire, parce que la puissance, ça fait croire que c'est une recherche du pouvoir. Le bélier, oui, peut rechercher le pouvoir, bien sûr, mais ce que voulait dire Nietzsche par la volonté, il faudrait dire volonté de puissance, il faudrait dire volonté d'énergie, comme disait le philosophe français Henri Bergson, c'est ça, Henri Bergson qui parlait de vitalisme pour parler de... Donc c'est intéressant de voir la vitalité, la volonté d'énergie, la volonté d'accompagner sa propre énergie avec enthousiasme. C'est une belle manière de vivre, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, on a une confusion, on va croire dans son propre mental, comme un enfant. On va confondre l'intention, qui est la clé d'évolution, on va la confondre avec la volonté, qui est la clé quelquefois
de l'obstination, on pourrait dire. Hein, voilà. Il y a une phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors bon, là le mot est mal utilisé, il faudrait dire l'enfer est pavé de bonne volonté, il faudrait dire, parce que l'intention c'est quelque chose, comme disaient les chamans, qui est quelque chose de très profond, qui vient d'une direction donnée à l'intérieur de soi à la vie, c'est-à-dire c'est ça que mon but que je vise, et ça contient, l'intention contient une forme d'idéal, une forme de cohérence avec l'idéal, alors que la volonté c'est quelque chose, je veux ça. Il y a plus une connexion moins à l'idéal, mais plus au désir, à ce que je préfère. Il y en a un qui est l'intention que certains appellent l'élan du cœur, et l'autre, on pourrait dire la volonté qui est plus l'élan du ventre, du plexus solaire, quoi, de l'endroit où on veut des choses pour soi-même. Donc l'enfer est pavé de bonne volonté, il faudrait dire, une bonne volonté mentalisée, une bonne volonté et pleine d'efforts inutiles pour obtenir ce qu'on a. Parce que dès qu'on est dans la volonté, en fait, on fait beaucoup d'efforts pour ne pas obtenir, parce que la vie obéit pas du tout, je sais pas si vous avez remarqué, elle obéit pas du tout à ce que vous voulez. Elle fait ce que elle veut. Et donc si vous avez une volonté contraire, ben, vous cassez les dents dans votre propre vie. On étudie ça dans Castaneda, parlait de la voie du guerrier, il dit qu'il y a 2 ennemis pour le guerrier. Donc c'est la voie des chamans toltèques, la voie du guerrier, c'est la voie justement de l'intention, hein, Louis Sansa, etc. Enfin il y a plein de chamans de toltèques là qui ont écrit. Il y a 2 ennemis principaux, d'abord la peur et ensuite la vanité, il dit. La peur, ça peut être aussi le manque, hein, voilà, le premier. C'est la peur de manquer aussi, voilà. Et une fois qu'on a vaincu ce premier ennemi, le deuxième vient tout de suite derrière, c'est la vanité, c'est-à-dire l'orgueil. Ah, vous avez vu, j'ai plus peur, je suis quelqu'un qui sait qui il est, qui a pas peur d'affronter la vie. Voilà. C'est deux stades différents, mais les deux aboutissent à la violence. Hein. C'est-à-dire il y a une violence entre êtres humains qui est due à ces 2 ennemis, la peur et l'orgueil, on pourrait dire. Donc, le bélier, il va devoir traverser ces 2 ennemis pour trouver la vraie voie de l'intention. On pourrait dire, là où je dirige mon intention, et ma pensée donc, là s'accumule l'énergie, parce que la pensée suit l'intention, toujours. Hein. On croit que la pensée, on ne sait pas trop d'où ça vient, on croit qu'elle vient du cerveau, elle vient de l'intention. Si vous posez une intention d'être, je sais pas, l'intention peut être inconsciente chez certaines personnes. Hein. Chez les personnes très névrosées, ils ont l'intention par exemple de détruire, alors que par devant, ils voudraient faire du bien. Et c'est un peu Dr Jekyll, Mr Hyde. Si quelqu'un est très névrosé, il peut très bien faire du mal et après le regretter amèrement. Mais pourquoi j'ai fait ça, mon Dieu, c'était la personne que j'aimais le plus. Pourquoi, bon, même jusqu'au meurtre des fois, pourquoi j'ai tué. Enfin bon, voilà, c'est assez grave dans ces cas-là. Donc l'intention, elle s'accompagne, elle peut être inconsciente. C'est pour ça qu'il faut la rendre consciente et claire. Et elle s'accompagne toujours de pensées qui vont être satellisées par cette intention. Et ces pensées sont attirées par la qualité de l'intention. Plus la qualité de l'intention est grande, plus la pensée est claire, lucide et avide de vraies connaissances. Plus l'intention est pas claire, plus elle est basée sur... Alors, ce que les nazis ont appelé la volonté de puissance, alors que c'était pas la vraie traduction réelle de Nietzsche, qu'ils ont appelé après volonté de pouvoir sur les autres, volonté de compétition, et qu'on retrouve dans le monde capitaliste, ces intentions-là attirent des pensées extrêmement justement pleines de peur et d'orgueil. Et voilà. Donc là où je dirige mon attention et ma pensée, là s'accumule l'énergie et la puissance. La vraie puissance, soit une puissance d'être, soit une puissance d'abus sur autrui. Voilà. Donc, alors, en même temps, on peut dire que si vous voulez purifier votre intention, ben vous pouvez par des pratiques comme le mantra, par exemple, vous prenez un mot qui est une véritable intention, comme amour, paix, ou je veux vivre en pleine conscience, ça peut être une phrase, voilà, et vous le répétez comme un mantra. C'est-à-dire vous mettez un son, vous le dites suffisamment fort pour que vous l'entendiez vous-même, vous mélangez le son avec l'intention, et ça va allumer petit à petit ce qu'on appelle l'arbre de vie printanier, c'est-à-dire votre propre chemin de conscience dans votre colonne vertébrale. Il n'y a pas besoin de faire monter la Kundalini par des exercices pratiques. Ça, c'est un des exercices les plus pratiques, c'est simplement ça, un mantra qui peut être en français d'ailleurs, qui consiste à répéter des paroles porteuses de sens pour vous et qui vous font vous sentir rempli de bonheur, de paix, d'amour quand vous les prononcez. Ça peut être le nom d'un maître, ça peut être
Om Christ, ça peut être un mantra donné par un maître spirituel comme Ama ou Dalai Lama ou un grand lama tibétain, ou ça, il donne des mantras qui sont des mantras très très anciens et qui sont déjà chargés par des milliers et des milliers de pratiquants. Donc quand on se connecte à ça, on a aussi une qualité d'énergie. Mais ça c'est l'intention bélier, chargée de spiritualité, en se rappelant bien que c'est pas évident pour le bélier qui justement a tendance qui se croit allergique à la spiritualité, alors qu'en fait c'est souvent un anti-religieux, ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose. Je vous le rappelle. Voilà. La parole dit que la force soit à nouveau cherchée. Ça c'est pour la personnalité. Donc c'est pour l'ego infantile un peu du bélier, quoi. Il veut être fort, cette force peut être mentale, elle peut être physique, elle peut être affective, elle peut être due à la séduction. Il y a un côté un peu comme les influenceurs maintenant, quoi. Ils veulent c'est le côté m'as-tu vu, combien t'as de vues sur internet, quoi. Voilà. Et puis le moi, c'est le personnage social qu'on appelle la persona. C'est une persona qui veut dire masque en grec, et là aussi le moi social il veut une force, il veut pas, c'est pas simplement la force physique, hein, comme ce que veut l'ego pour vaincre sa peur. C'est le moi social, il peut passer par l'intellect, il peut passer par des connaissances, des diplômes, encore une fois un nombre de vues sur internet pour certains. Enfin il y a tout ce qui peut amener de la gloire, du regard d'autrui, de l'admiration, fait partie du personnage social. Et ça, c'est la parole pour le bélier. Cette espèce de force qui doit être recherchée pour développer justement la personnalité. Parce que comme Robineau disait, le moi est l'ami et le moi est l'ennemi, dans cet ordre-là, ça veut dire que d'abord, il faut que le moi soit l'ami, c'est-à-dire il faut développer le moi, parce que si vous donnez au divin, vous renoncez à votre moi, mais qui vaut rien du tout, il n'a pas été élaboré, il n'a pas été construit, ni mentalement, ni émotionnellement, ni physiquement, le divin il en veut pas votre cadeau, c'est bullshit, quoi. Donc il faut d'abord que le moi, ce qui fait que le développement personnel n'est pas idiot. Certains spiritualistes s'en moquent, ouais, le développement personnel c'est du bidon. Oui, c'est bidon pour quelqu'un qui sait que le moi est une illusion, mais pour quelqu'un qui ne le sait pas encore, il faut qu'il développe son moi avec ce qu'il croit être vrai, ce qu'il croit être bon pour lui, les désirs, qu'il faut qu'il satisfasse ses désirs de ce qu'il croit vrai, et en les satisfaisant il se rendra compte de ce qui est illusoire. Donc le moi est l'ami d'abord, et après seulement, encore une fois, le moi est l'ami, les plus conscients vont se dire, mais c'est marrant, j'ai obtenu ci et ça, que je voulais, et je suis toujours pas heureux. Et là, c'est la grosse découverte que font tous les gens qui sont conscients, ils disent, non, la bagnole, la belle femme, le bel homme qu'on possède dans le couple, les enfants, le frigidaire, la bagnole, le chien qui court sur la plage, enfin bref, toutes ces images d'Épinal n'amènent pas du tout le bonheur, c'est pas comme ça. Le bonheur vient en fait de l'intérieur, il est comme une source qui est à l'intérieur, et le retournement n'a lieu qu'au moment où l'illusion se termine, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le moi est vraiment illusoire, alors qu'on ne le savait pas avant, on avait l'impression que moi, c'est moi, et j'ai besoin de me développer, c'est normal, quoi. Donc le développement s'arrête au moment, le développement personnel s'arrête au moment où il est plein, finalement, où il est plein de lui-même. Il est plein, en fait, d'ego aussi, finalement. L'ego n'a pas été combattu du tout, il s'est mélangé avec un développement harmonieux de soi. On fait du massage, on fait de la danse tantrique, on fait des tas de trucs très très waouh, et du yoga et tout ça, on se sent très très, ouais, on se sent bien dans sa peau. Et c'est pas mauvais, hein, c'est pas qu'une critique, mais c'est limité. À un moment donné, il faut que ça soit dépassé, parce que dans cette harmonie de surface, il y a une illusion qui surnage, qui survit, qui continue à manger l'énergie de vie. C'est celle que mon moi, et c'est ce qui doit être développé, et c'est ce qui est séparé des autres. C'est cet objet, comme disent les adeptes du yoga de la non-dualité, la Dvaita Vedanta, c'est cet objet qui ne peut pas être la réalité. Le moi pour eux est un objet, alors que le sujet n'est pas le moi. Ah, donc là c'est pour ça que pour l'âme, le bélier dit j'avance et je régis du plan mental, c'est-à-dire, on pourrait dire je régis du plan de conscience, plutôt du plan de la conscience, c'est-à-dire que une fois que j'ai vu que le but n'est pas développer le moi, je vais continuer à avancer
La vie matérielle continue, quoi. Il s'agit pas de se mettre dans une grotte, enfin, il y en a qui le font, c'est pas critiquable, si c'est ça qui vient comme élan du cœur, pourquoi pas. Mais, ou en Occident, ne plus bouger de son canapé, regarder le plafond pendant des heures pour voir comment la conscience émerge. Il y en a qui se sont éveillés comme ça. Donc, il n'y a pas de problème avec l'isolement. Mais j'avance, ça veut dire que la vie oblige toujours à avancer. Il oblige il y a ci, à ça à faire, il y a toujours des trucs à faire. Donc, j'avance, mais je régis à partir du plan de la conscience. C'est-à-dire que je commence à organiser ma manière d'avancer à partir de la conscience que j'élabore du pourquoi de la vie, quoi, de la conscience que j'élabore à partir de ce que je vis. Je comprends, dans cette deuxième partie qui est plus liée à l'âme, que la vie est une école de conscience. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive est fait pour m'apprendre quelque chose sur moi-même et sur la vie. Alors, évidemment, ça implique de sortir de l'ignorance conditionnée, ça implique de sortir de la matrice conditionnée sociale pour rentrer dans la matrice humaine que je vous ai montrée comme mandala à la dernière pleine lune. Donc, l'âme à ce moment-là, elle va aspirer à la libération, parce que plus le mental devient clairement allié à la vérité de soi-même, plus je peux régir, donc gérer, on pourrait dire, mes émotions, mes pensées, mes actions, à partir d'une vision de plus en plus lucide et claire, et ça va entraîner à ce qu'on appelle les pratiques, c'est-à-dire à l'idée de créer le plus souvent possible, plusieurs fois par jour, des phénomènes d'auto-observation profonde, qu'on va appeler méditation, ou qu'on va appeler par moments arrêt sur image, quoi. Stopper le monde, comme disent les chamans, arrêter le monde par moment, rester silencieux, immobile, par moment, en plein milieu de la journée, comme ça, puis, et simplement respirer très 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 profondément, très très lentement, 5 à 7 fois, simplement comme ça. Respirer très 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 lentement. En laissant l'expire créer une très grande détente à la fin, et en laissant l'inspire remplir d'énergie jusqu'au bout. Bon, quand on fait ce ralentissement extrêmement un peu artificiel de la respiration, il va apparaître une grande paix au bout de 3-4 respirations. Il faut aller jusqu'à 7, au moins. 5 ou 7, 5 si vous êtes pressé, mais c'est plutôt 7. 7 cycles, c'est-à-dire inspire plus expire. Bon, ça c'est les stop le monde, c'est les arrêts sur image, on pourrait dire. Et puis l'autre clé qui fait que ces arrêts sur image vont vraiment fonctionner, c'est qu'il faut qu'il y ait des pratiques de méditation au moins 2 fois par jour, une demi-heure, 2 fois par jour, qui vont. Alors au début, vous commencez par un quart d'heure. Hein, c'est pas le temps est pas. Ce qui compte, c'est pas le temps qu'on va y passer, c'est surtout la profondeur avec laquelle on est capable de s'installer dans le silence, dans la paix, et de goûter en fait intérieurement ce calme qui émerge petit à petit quand on lâche, qu'on arrête de suivre les pensées en fait. Donc on voit que une fois qu'on va avoir appris à gérer correctement, lucidement le mental, et qu'on l'a rapproché de la conscience, il va venir une nécessité de pratiquer des choses où on éteint le mental pour que la conscience augmente. C'est un peu la clé de ce qu'on appelle l'habitation. Évidemment, ça va amener vers la dernière phase. Il y a eu l'ego, le moi, qui était du côté de la personnalité. Du côté de l'âme, il y a l'âme et le soi, c'est l'éveil et la réalisation, qui sont l'aboutissement quand la paix emplit totalement la personne, ses énergies, son corps et tout ça. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'éveil, qui est extrêmement, qui est plus rare, quoi, en fait, qui est pas toujours atteignable par tout le monde, mais qui est un peu l'explosion de la vie qui est représentée en bélier. Oui, j'ai pas parlé non plus pour parler du soi, justement, de Vulcain, qui est quand même également en exaltation en bélier, qui a été pris autrefois par les anciens ésotéristes pour le fait que Mercure est très puissant en bélier. C'est pas Mercure, c'est Vulcain, c'est l'octave supérieure de Mercure, ce qui fait qu'effectivement il y a un rapport entre le bélier et quelquefois l'énergie yogique la plus haute, qui montre que c'est pas un signe que égotique, bien sûr. Dans tous les signes, de toute façon, il y a un aspect égotique, un aspect moi, un aspect âme et un aspect soi, hein, qui est différent selon chaque signe, mais ces 4 étages existent pour chacun des signes, puisqu'ils existent pour l'être humain en général. Et c'est un signe cardinal, un cardinal feu, le bélier, donc c'est là que démarre l'énergie vraiment forte. Donc, on a fait le tour de ce que c'était le bélier.
Et là, cette année, bon bah, il faut avouer que le Bélier est très très important là, quand on démarre cet équinoxe de printemps, parce qu'on a Neptune en Bélier qui rentre en Bélier, donc ça y est. Saturne est avancé en Bélier, il s'approche de Bacchus, il s'éloigne de Neptune, où il a donné un peu cette attaque de la gauche, on pourrait dire en général aux élections qui a surpris tout le monde. Mais il se dirige vers Bacchus, qui est un peu l'inverse de Neptune, qui a un aspect un peu noir, l'hubris, la violence, tout ça. Et on le voit avec ceux qui représentent Bacchus dans le monde, c'est-à-dire ceux qui ont une dominante de Bacchus dans leur thème, c'est-à-dire Trump, Netanyahou, Poutine. C'est pour ça que c'est dommage que les astrologues l'utilisent très peu. Alors ils vont vous décrire les événements qui se passent actuellement par le fait qu'il va y avoir une conjonction Mars-Neptune qui favorise l'idéologie, tout ça. Mais elle n'est pas encore là, la conjonction Mars-Neptune, hein, elle est encore loin. On peut dire aussi que c'est sextile Saturne-Pluton qui a lieu le 29 mars. Donc ce sextile Saturne-Pluton contient également une forte négativité, bien que ça soit un sextile, mais avec Pluton, c'est toujours risqué. En tout cas, c'est un moment où peuvent apparaître la révélation ou la continuation ou la révélation de ce qui s'est passé pendant la conjonction Saturne-Pluton. Je rappelle, la conjonction Saturne-Pluton, c'est fin 2019, c'est-à-dire c'est le moment où il y a le Covid, cette grande épidémie mondiale, et qui a été une épidémie de conneries à plein de niveaux aussi. Il y a eu quelque chose de paranoïaque dans cette épidémie qui a fait que tout le monde a déconné, et en particulier les pouvoirs en place, parce qu'il y avait une peur, une incompréhension. Certains y ont vu un complot, moi j'appelle ça le plot de con plutôt que le complot, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'en fait il y a une concentration de la connerie qui se fait dans certains endroits quand les gens sont plus connectés à la vie réelle, quoi. Ça peut être en médecine quand les gens ne savent pas qu'on peut se soigner par la nourriture et par les plantes. Ils perdent complètement les pédales au moindre rhume et puis ils vont s'empoisonner avec même des antibiotiques. Les gens s'empoisonnent à coup d'antibiotiques maintenant. C'est pareil. Au niveau politique, c'est pareil. Les mecs qui sortent de l'ENA, ils ont jamais été voir comment les gens bossent dans leur métier, dans les usines ou dans l'agriculture. Ils vont flatter le cul des vaches. Enfin, il n'y avait plus de vaches au salon de l'agriculture. Mais en faisant ça, ils oublient complètement de voir quel est le vécu réel des gens. C'est pour ça qu'ils vont fabriquer des lois, des fois qui sont complètement insupportables, parce que c'est comme la loi du plomb, là. 80% des gens sont contre, évidemment. Tout le monde a un cancéreux dans sa famille, tout le monde sait la souffrance que ça crée, mais non, eux, ils savent pas. Ah bah non, mais ça améliore le rendement, donc t'as un espèce d'agriculteur complètement démoniaque, un petit patron voilà qui de la FNSEA qui arrive et puis là qui s'appelle Monsieur Duplon et qui dit voilà, il faut une loi pour protéger complètement l'utilisation de poisons par les agriculteurs. Il faut protéger l'utilisation des poisons. Je sais pas si vous voyez le délire, c'est l'oxymore quoi total, c'est voilà, donc évidemment, le fait que le poison ne protège pas du tout les gens, au contraire, il les empoisonne, ça c'est pas prévu. Donc les gens sont contre, 80% des gens sont contre. Résultat, on fait passer cette loi en force. Donc il y a vraiment une déconnexion des élites. Et là, on est dans le sextile avec Saturne-Pluton, donc on est dans la suite de ça. Cette déconnexion, elle est apparue au moment avec le Covid et toutes les lois, les pseudo-lois, les délires, qui sont apparus à ce moment-là et qui ont fait que, et on va découvrir maintenant les erreurs médicales profondes qui ont été induites à ce moment-là et qu'on a défendu contre des autres qui étaient contre les complotistes, que s'appelaient les autres qui commençaient à se rendre compte que ça marchait pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose là qui, alors évidemment du côté des complotistes il y en avait qui étaient complètement gaga aussi, qui voyaient une attaque, je sais pas, les petits hommes verts aussi, enfin il y avait des qui avaient introduit des, voilà, c'était X-Files pour beaucoup, hein, c'était vraiment des peurs de science-fiction qui se mélangeaient avec des opérations gouvernementales à grande échelle qui étaient complètement délirantes, quoi. Donc on a vraiment en France, je rappelle le cavalier de l'Apocalypse de la France, hein, il est vraiment relié au scientisme, à l'ordre des médecins, à tous
tous ces systèmes-là qui sont des systèmes de pensée absolutiste où on croit avoir la science alors qu'on est dans le scientisme qui n'est pas du tout la scientificité, au contraire, le scientisme, c'est la religion que l'on fait à partir du matérialisme et qui prend prétexte de la science, une fausse science, le plus souvent, pour croire avoir raison, pour croire être dans une analyse. Voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec ce Saturne-Pluton. Donc maintenant, Saturne est en Bélier et Pluton est en Verseau. On voit le rapport à la science dangereuse qui peut revenir dans ce moment-là, fin mars, début avril, à la faveur d'une nouvelle épidémie ou d'une nouvelle invention, d'un truc à injecter encore. Enfin bon, bref. De toute façon, ils lâcheront pas le poteau rose, quoi. Ils lâcheront pas le moyen de faire du fric sur les braves gens. Donc c'est à chacun d'être vigilant et de s'informer au mieux pour voir comment on peut soigner Il y a une attaque à nouveau récente là complètement dingue où il y a des sénateurs qui ont invité tout ce qui est médecine alternative, tout ce qui est on peut appeler aussi médecine complémentaire dans une optique de ce qu'ils appellent la médecine intégrative, c'est-à-dire la possible collaboration, c'est d'ailleurs génial, c'est la possible collaboration entre les allopathes, les chirurgiens, enfin tous ceux qui travaillent sur des trucs un peu en macro, voilà, en macrochirurgie, tout ça. Et puis on pourrait dire presque la microchirurgie qui consiste à utiliser d'autres moyens plus énergétiques, plus comme l'acupuncture, comme l'homéopathie, tout ça, qui sont des moyens qui marchent très très bien quand c'est bien étudié et que c'est bien pratiqué. Et donc ils ont été invités au Sénat quoi pour exposer leurs moyens de guérir dans l'optique d'un peu mettre de la loi dans tout ça. C'est très français, hein. Les Français veulent tout légiférer tout le temps. Alors qu'en Allemagne, on appelle ça praticien de santé, et puis c'est pas la même chose que le médecin, et puis ils travaillent ensemble au besoin. Il n'y a pas de guerre. En France, c'est la guerre. Depuis Pétain, c'est la guerre contre toutes les médecines douces. Hein. C'est Pétain qui a inventé ça, l'ordre des médecins. Et c'est le seul truc qui n'a pas été modifié à la Libération en 45. Et tous les autres, tout ce qui avait été créé par les nazis et puis le régime de Vichy a été supprimé parce que c'était d'essence fasciste et ou nazi. Et donc c'était bien de s'en débarrasser pour construire avec le Conseil national de résistance une organisation sociale complètement nouvelle, beaucoup plus à gauche, beaucoup plus près du peuple. Que Macron est en train de détruire systématiquement depuis 8 ans déjà. Donc mais dans ce nettoyage on n'a pas jeté à la poubelle toutes les lois scélérates qu'avaient créées Pétain, Laval et tous les nazis. On a gardé l'ordre des médecins. Donc c'est l'ordre des médecins, ça date de naissance, son thème astrologique, c'est un thème facho. Donc c'est pas étonnant que en France on soit complètement en retard au niveau de tout ce qui peut se faire comme médecine du nouveau millénaire, quoi. C'est la médecine de l'ère du Verseau, on pourrait dire, celle qui utilise pas mal les vibrations, justement les ondes et les vibrations, et qui peut permettre de réintroduire par le biais de ce qu'on pourrait appeler aussi la médecine quantique, par le biais de comment fonctionnent les vibrations électromagnétiques du corps humain, réintroduire toutes ces disciplines oubliées comme l'acupuncture, comme l'homéopathie. L'homéopathie, il y a rien dans l'homéopathie au niveau chimique. Alors de là, ils se gaugent, ils disent puisqu'il y a rien, ça contient rien, donc c'est nul, ça peut pas marcher. C'est justement ce que le dogme même, qui est pas un dogme dogmatique, hein, ça a été vérifié expérimentalement et scientifiquement des milliers de fois, bien que certains prétendent que non. Ils ont qu'à dire, il y a une littérature abondante là-dessus, je vais pas refaire chaque fois la démonstration, mais disons, l'homéopathie c'est amplement démontré, l'action, y compris sur des chevaux, sur des bébés, donc ça peut pas être psychologique, ça peut pas être l'effet placebo comme ils disent, tout ça c'est des conneries. L'effet placebo existe bien sûr, mais dire que l'homéopathie n'agit que par effet placebo, non, c'est essentiellement faux, et c'est de la manipulation mentale pour obliger les gens à aller vers Big Pharma, vers la consommation de médicaments chimiques, parce que l'industrie chimique est abondamment une source de profit pour
pour beaucoup d'actionnaires et puis pour le gouvernement aussi. Donc voilà pourquoi. Donc méfiez-vous de ça et regardez ce qui se passe avec le Sénat actuellement. Ils ont prévu donc un dialogue enfin, comme pour se mettre au niveau des autres pays, parce que en Suisse, le Reiki est remboursé par la sécurité sociale après étude scientifique des effets sur les gens hospitalisés. Ils sont aperçus qu'il y avait 50% de guérison de plus, donc le Reiki, qui est une pratique que je pratique depuis environ 30 ans, 40 ans, pardon. C'est quelque chose qui a une telle action que en Suisse, ils ont choisi, après les résultats scientifiques, de le faire rembourser par la sécurité sociale. Et évidemment, si ça marche et que ça rend les gens moins malades, pourquoi pas le rembourser? Voilà. Alors qu'en France, c'est pareil, on a déremboursé l'homéopathie, ce qui fait que actuellement, il y a certains produits homéopathiques que j'utilisais pour me soigner qui marchent très très bien. Ils ont disparu parce que les boîtes ferment boutique. Donc on tue la vraie médecine, parce que pour moi c'est la vraie médecine, hein. L'autre c'est la médecine d'urgence, hein. Si vous avez un accident, vous avez une hémorragie ou vous faites péter une jambe ou couper un bras, on peut le recoller. Vite fait, si vous le mettez dans la glace et vous le portez, avec les chirurgiens sont capables maintenant de recoller une main comme ça et de vous faire retrouver même les connexions nerveuses. Enfin, c'est extraordinaire la qualité de travail que peut faire la chirurgie actuellement. Mais on nous fait admirer ça et on oublie de nous faire admirer les gens qui ont été guéris par exemple de cancer par l'homéopathie. Alors tu dis ça en France, les gens rigolent, l'homéopathie pour regarder. Non, l'homéopathie c'est réservé aux trucs bénins, puis quand c'est sérieux comme un cancer, faut aller faire une chimio. Ben non. En Inde, y a des, ils ont aussi les chimios, ils ont tout ça, hein, mais ils ont constaté, pareil, par expérimentation scientifique, il y a de bien meilleurs résultats, soit en accompagnant de médicaments homéopathiques, soit carrément, directement. Alors là, il faut être très doué dans le choix des substances, mais ils arrivent à guérir des cancers, même en stade presque terminal, alors que les chimios n'y arrivent pas, hein, soyons clairs. Donc, on dit que quand il y a quand il y a métastase, c'est foutu quoi. Quand il y a des métastases partout, or par l'homéopathie à très haute dilution, on peut venir à bout même des métastases. Donc c'est pas du tout la même approche que la lutte acharnée à coup de bulldozer chimique contre la tumeur. Tumeur, comme ton nom l'indique, tu finis par mourir. Parce que cette lutte chimique, c'est un manque de connaissances encore. On manque énormément de connaissances sur comment. Heureusement, il y a le livre du docteur Schwartz, Les clés du cancer, qui avance dans la direction des solutions qui existaient, puis qui les rend, en tant qu'oncologue, qui les rend publiques. Parce que pour l'instant, en France, c'était la guerre entre les oncologues et puis ceux qui guérissaient les cancers de manière illégale. Voilà, certains ont été punis pour avoir sauvé la vie des gens et ne pas les avoir laissés mourir dans les mains de Diafoirus, d'ignorants qui étaient, enfin, pas d'ignorants au début, mais d'ignorants quand ils arrivent à un stade de métastase et qui continuent à s'acharner alors qu'ils savent très très bien. Ça, c'est un docteur qui me l'a dit. Hein, j'ai eu l'occasion d'aider, on ne dit pas soigner puisqu'il n'y a pas le droit, mais d'aider un médecin qui, avec des amis qui travaillaient aussi en énergétique, en Reiki, et qui disait, moi je dis à mes patients, pour l'effet placebo, je dis que avec la chimio qu'on va leur faire, il y a de grandes chances qu'ils guérissent, parce que ça leur donne la foi, ça leur donne la confiance, et par cette confiance et cette foi dans leur médecin, ils vont générer des forces de vie, des forces de résistance qui vont favoriser la guérison. Ça, ils savaient tout ça, l'effet placebo justement, qui s'applique tout à fait aux chimios, mais il disait, moi je sais que ça marche pas, donc je peux pas y croire, donc c'est pour ça qu'il venait nous voir, et puis il a travaillé avec nous, il a fini par guérir de son cancer par des méthodes où il a refusé en fait de faire ce que en tant qu'oncologue il proposait à ses patients, parce qu'il disait statistiquement ça ne marche pas, c'est pas, enfin le résultat est presque pas probant quoi. Et donc il voulait essayer autre chose, il a bien fait puisqu'il a survécu à son cancer grâce à quelque chose de, non pas à une médecine puisqu'il n'y a pas le droit de le dire, mais grâce à un coup de boost qui a été donné à son énergie de base.
énergie que les médecins croyaient uniquement due à la fabrication chimique d'énergie, alors qu'en fait, une fabrique d'énergie qui vient des ondes qui nous traversent et qui ne vient pas de la chimie du corps. Les deux marchent ensemble, évidemment. Ça a été prouvé aussi par la recherche scientifique, mais enfin, ça serait trop long de s'étaler là-dedans. Il y a bien un double fonctionnement dans le corps humain, un fonctionnement chimique basé sur l'eau qui transporte toutes les substances dans le corps, et voilà. Et puis un fonctionnement feu, donc l'inverse de l'eau, qui est le fonctionnement d'énergie avec ce que les hindous appellent les chakras, ce que les chinois appellent les méridiens, ou ce que les hindous appellent les nadis aussi. C'est tout un ensemble, une géographie en fait énergétique du corps qui est clairement là aussi prouvé scientifiquement. Bon, je m'éloigne de tout ça un petit peu, mais c'était pour expliquer ce Saturne-Pluton qui est vraiment très fort au 29 mars, donc c'est à peu près au moment de cette pleine lune. Et il y a une conjonction Jupiter-Proserpine qui apparaît sur le thème aussi. Alors celle-là, elle est exactissime au moment de cette pleine lune, et elle est carrée à la pleine lune. Et ça, c'est l'aspect le plus important. J'en parle un peu tard, je suis désolé, mais c'est l'aspect le plus important. On a une conjonction Soleil-Vulcain en Bélier, donc qui donne ce côté. Il y a une réflexion à avoir avec Vulcain très forte, ou des pratiques spirituelles si vous êtes un pratiquant. Opposé à lune Makemake qui est en balance, la lune est exactement la pleine lune est conjointe à Makemake qui est un astéroïde très lointain qui nous parle d'héroïsme là en balance sociale. Il faut trouver des moyens de vivre ensemble différemment. C'est pour ça que moi je parle des spiritualités. Et tout ça est carré à l'ascendant pour la France Capricorne. Qu'est-ce qu'on fait? En quoi on s'engage concrètement pour pouvoir avancer désormais, puisqu'on a vu que, alors, opposé à Jupiter Proserpine en Cancer, qui est redevenu direct, hein, et qui nous invite quand elle était rétrograde, il nous a obligés à visiter les illusions, en fait, les fausses valeurs. On a vu, et ça je vous le mets en dessous en tant que lien internet que vous pouvez consulter, on a vu l'immense folie médiatique pro-fasciste qui a suivi en gros la mort de Quentin de Reims, que le mythe de silence pour un néo-nazi, le fait qu'on a fait semblant de croire, alors que tout le monde le savait, qu'il n'était pas néo-nazi, c'était simplement un bon chrétien de droite, enfin bref. C'est tout ça, alors que bon, quand il y a eu plusieurs fois des morts tués par des fachos, c'est arrivé très souvent, des gens de gauche qui sont des militants, n'importe quoi, militants écolos, des gens très bien, quoi, qui sont assassinés par des nazis. On dit, ah bah oui, il y a des voyous on n'en fait pas un plat. Là, il a fallu une minute de silence parce que tout d'un coup, pour une fois que c'était de l'autre côté, c'est complètement dingue. Donc il y a une dérive extrêmement dangereuse de tous les médias, de l'Assemblée, de l'Assemblée nationale, des sénateurs. Il y a une espèce de consensus mou, mais extrêmement dur au niveau des effets, avec cette espèce de répétition comme un mantra de la France insoumise qui serait antisémite. Alors que il n'y a aucun exemple de ça, j'ai cherché moi-même, j'en ai trouvé aucun parce que ça n'existe pas, et donc on fait croire à force de répéter, c'est le système Goebbels, si vous répétez un truc 10 fois, ça reste douteux, si vous le répétez 100 fois, et même 1000 fois, au bout de 1000 fois, tout le monde y croira que c'est vrai. Donc c'est la méthode qui est utilisée, la méthode Goebbels, pour en France, qui vient utiliser, si on n'a pas les mêmes buts que Goebbels, pourquoi on utilise sa méthode? Il faudrait savoir. Donc là, c'est maintenant que Jupiter Proserpine avancent, ce ne sont plus rétrogrades, on va voir cet inconscient collectif glauque, ce retour de la couleur brune partout, cette insistance des bourgeois installés pour nous dire dirigez-vous plutôt vers l'extrême droite plutôt que la gauche, que vers les intérêts du peuple, voilà, plutôt vers nos intérêts. Même s'il y a une petite dictature, on s'arrangera toujours entre amis, hein, on se connaît, on fait partie de la haute, donc il n'y a pas de problème. Ce sera les autres qui en souffriront. Alors que bon, ils savent que s'il y a de la gauche, ça sera à leur tour de souffrir, d'être obligés de payer des impôts sur leur gain excessif.
Parce qu'on fait pas payer des impôts aux gens sur ce qu'ils ont besoin. On les fait payer sur toujours ce qui est excessif. C'est la base des impôts. Et ces gens-là sont en contre d'impôts. Parce qu'ils oublient que les hôpitaux, les écoles, tout ça, même l'armée d'ailleurs, ils veulent aller se battre contre eux. Voilà. Et ben, l'armée, ça se paye aussi vers les impôts. Bref. Donc Jupiter Proserpine avance, la conjonction est exacte et ça nous indique qu'il y a le monde de l'illusion doit se révéler là. Il y a quelque chose et une illusion. Je vous mets tous les petits liens en dessous sur YouTube. Le monde de l'illusion doit être révélé. Il faut changer nos valeurs. Il faut que les valeurs féminines, les valeurs proserpiniennes, ça doit pas être des valeurs simplement de consommation, des valeurs d'illusion, des valeurs les influenceuses maquillage sur internet, enfin toutes les conneries les musiques répétitives là, une poule sur un mur qui picotait du point dur en rap là, sans arrêt, c'est des trucs. Il y a un abêtissement qui a lieu. Alors qu'il y a des rappeurs très bons, hein, ou des gens qui sont pas vraiment des rappeurs, comme les paroles que font Gabriel Faye, oui, ou bien Stromae, ou tout comme ça. Il y a des très très beaux textes. Hein. Je critique pas tout ce qui sort, mais il y a quand même des trucs qui sortent actuellement. C'est le niveau zéro de la stupidité totale, quoi. C'est des, voilà, je sais pas d'où ils sortent, c'est des fils à papa et maman, allez, tu vas voir, grâce au piston, tu vas vendre des disques. Aucun talent, rien ouais. Enfin, bon, bref. Donc ça, c'est Jupiter Proserpine, c'est cette espèce de conformité molle à des goûts un peu sucrés, guimauves, voilà, des espèces voilà, de conformisme mielleux dans lequel tout le monde s'enfonce. Et ça, et ça, quand il repart de l'avant, avec Jupiter Proserpine, ça nous dit, bon, bah maintenant, vous avez compris l'illusion ou pas? Alors évidemment, il repart de l'avant, soit vous avez rien compris, bah vous repartez comme en 40, comme on dit, c'est-à-dire que vous repartez avec les mêmes illusions et vous allez les défendre à nouveau, ou bien vous avez compris l'épisode en particulier des deux élections, par exemple, tout ce qui s'est passé, et je vous invite à écouter le petit morceau de blast que je vais mettre en dessous, là. Donc, écoutez bien ça, regardez, c'est quand même, ouais, c'est affligeant, quoi, c'est affligeant. C'est-à-dire on est dans une phase politique extrêmement dangereuse qui s'appuie sur la connerie humaine. Il ne tient qu'aux Français, qu'aux citoyens, de cesser d'être justement des imbéciles, puisqu'on les prend pour ça, et de pas conforter cette croyance. Parce qu'évidemment, s'ils la confortent par leur comportement, bah, c'est tout bénef pour ceux qui aiment prendre les gens pour ce qu'ils sont finalement. Voilà, c'est ce que disait Coluche. Il faut pas prendre les gens pour des cons, mais il faut pas oublier que le son, c'était non, c'était dans Les Inconnus qui disaient ça, je crois, dans un sketch. Bref, c'était une phrase très méchante, mais qui correspond à peu près à ce que pensent ces médias. Voilà, donc il faut les détromper, c'est ce qui s'est passé. Le fait qu'ils aient rempli de fake news tous les médias avant l'élection pour obtenir un certain résultat, qu'ils auraient obtenu un résultat inverse, c'est-à-dire que bien qu'on ait traité d'antisémitisme, tous les LFI à monter partout, il y avait besoin. Ben, c'est une victoire de l'esprit de vérité sur l'esprit de mensonge. Après, on peut penser ce qu'on veut de la politique ou du programme de LFI, c'est une chose. N'empêche que sur la question de Gaza, de l'humanisme, ils ont été aux premières lignes depuis le début, y compris, tout en dénonçant le terrorisme du Hamas du 7 octobre, ils ont été très très clairs sur le fait que ça venait pas de sortir de nulle part et que ça venait qu'une oppression depuis plus d'une quinzaine d'années avant, il y avait un mort israélien qui était puni par 50 morts civils palestiniens, systématiquement. Ça s'appelle une politique d'apartheid, ça s'appelle une politique fasciste, et que, effectivement, quand il y a une politique fasciste, il peut y avoir des actes de terrorisme parfois, comme il y a eu en France, Jean Moulin était un terroriste, etc. Il y a eu des terroristes parce que quand il y a une occupation d'une force étrangère qui vous oppresse tous les jours, il faut voir comment les Palestiniens ont vécu dans les 20 dernières années dans la bande de Gaza. Mais c'est horrible, c'est une espèce d'oppression perpétuelle, d'humiliation perpétuelle par des soldats arrogants qui sont là comme une armée d'occupation, quoi. Donc les seuls qui ont dénoncé ça, c'était eux, c'était la France Insoumise.
Les autres vont relativiser tout ça parce qu'il faut rester ami à Israël, mais il ne s'agit pas de rester ami à Israël, il s'agit de voir quand il y a de même que il fallait rester ami avec l'Allemagne quand ils étaient en train de tuer tous les juifs, de les gazer, tout ça. Il fait, ah non, faut pas déranger. C'est ce que pensait le régime de Vichy. On va rester avec eux. Bon, on peut leur dire, écoutez, vous exagérez, c'est peut-être un peu violent quand même. Non, c'est pas violent. Bon, bah, excusez-moi, continuez. Alors, je suis désolé, je voulais juste dire. Voilà. Non, faut un peu, je sais pas, réagir, quoi. Se dire, non, ce qui était inadmissible, c'est inadmissible, faut pas l'admettre. Voilà un petit peu le résumé. Et donc, là, on commence à se réveiller, on commence à se voir que ce climat de pré-fasciste est globalement dangereux. Et l'ascendant en Capricorne nous dit, attention, il va falloir, il y a Phobos à côté, quoi. Il va falloir faire preuve d'intelligence. Le Soleil conjoint Vulcain, c'est pareil, faire preuve d'intelligence. Lune, Maké, le peuple doit faire preuve d'intelligence sociale. Et Jupiter Proserpine, il y a une intelligence sensible, une intelligence féminine qui doit prévaloir à la plupart de nos... Alors ça fait un grand carré, ce qui fait que ça va grincer de partout. C'est-à-dire que il faut faire quelque chose, oui, il faut faire quelque chose pour en sortir, mais quoi? Et là, évidemment, c'est ce carré qui va répondre. Cette pleine lune nous invite à rentrer dans un élan de vie extrêmement, qui peut être violent, mais ne pas se tromper, ne pas passer à la violence pour autant, ne pas s'énerver, ne pas sortir de ses gonds par l'émotionnel. Jupiter, Proserpine carré à la Lune, peut créer pas mal d'explosions émotionnelles qu'on n'arrive pas à contenir par l'ascendant Capricorne. Enfin bon, Capricorne essaie de contenir, puis après, hop, ça sort quand même. La présence de Mars en conjoint Pallas et Nessus qui est un astéroïde pas très sympa, en fin Poisson, qui fait quand même trigone aussi au milieu du ciel et à ce Jupiter aussi, dit que bon bah il y a beaucoup, et c'est l'ascendant, ça fait un espèce de cerf-volant dans le thème, qui est ce qu'on appelle la forme du cerf-volant, qui est très intéressante au niveau spirituel, mais qui peut aussi, avec Mars plus Jupiter, créer des mouvements plutôt positifs, moi je pense, a priori, des mouvements sociaux, des mouvements de révolte, et des mouvements aussi d'avancée au niveau de décisions importantes qui peuvent être prises, comme cette décision de faire discuter les médecines parallèles avec les médecines. Et il y a une levée de bouclier, évidemment, de tous les scientistes, les zététistes, tous ceux qui n'ont rien compris, et tous ceux qui respectent l'ordre des médecins comme si c'était une secte, quoi. C'est-à-dire tout ce qui appartient à cette secte, des matérialistes convaincus d'être les seuls à avoir raison, ce que j'appelle les obscurantistes. Les vrais obscurantistes, ce sont eux, parce qu'ils empêchent le progrès scientifique d'aller vers les médecines énergétiques. Ils prétendent, sans les avoir vérifiés, sans les avoir étudiés, que c'est faux, que ça n'existe pas. Et ils remplacent ça par des tas de concepts comme effet nocebo, effet nocebo pour l'électrosensibilité, effet placebo pour l'homéopathie. Enfin, tout ça, ils deviennent des spécialistes en psychanalyse tout d'un coup, dès qu'il s'agit de parler d'autre chose que ce qu'eux ils pratiquent. Mais par contre, le fait qu'ils arrivent à persuader des tas de gens d'avaler des chimios sans cesse, alors que ça tue, c'est ce que dit le docteur Schwartz, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, je ne fais que répéter ce qu'il dit, c'est un grand oncologue. Il y a 4% seulement de réussites réelles qui sont dues aux chimios, c'est pas ce qu'on peut appeler une réussite. Donc si c'est un oncologue qui le dit et qui a bossé pendant pratiquement 50 ans en oncologie, en notant tous les résultats et pourquoi ils avaient lieu et comment, il a découvert que ceux qui guérissaient, c'est ceux qui pratiquaient justement à côté d'autres méthodes qui, elles, marchent bien. Donc c'est intéressant. On est vraiment, à cause de Big Pharma, dans un retournement complet de la vraie science, avec une négation des vraies découvertes. Voilà. Petite remarque pour terminer sur... ça peut parler aussi, à cause de la conjonction Saturne-Neptune qui est encore là, de la découverte du changement dans les religions, d'une violence religieuse ou d'une violence anti-religieuse. Avec ce que je parle de la science, là, c'est la nouvelle religion est là, la nouvelle religion scientiste, que je dénonce depuis pas mal de temps. Elle peut revenir d'assaut avec ce mélange entre Saturne-Neptune, il faut croire, parce que c'est la science, on vous demande de croire, et puis Saturne-Bacchus d'un côté, parce qu'il y a un pouvoir derrière, un pouvoir technologique et un pouvoir capitaliste qui mélange ses propres intérêts à ceux d'une science qui serait uniquement au service de ce capitalisme. Alors ça, le capitalisme corrompt profondément la science, justement, c'est pour ça que c'est plus de la science. Il faut être pour la science, mais pour la vraie science. La vraie science, c'est pas celle qui est déterminée par la technologie, tout ça. Alors, à propos de la religion,
c'est marrant parce qu'il y a Jospin qui est mort le 22 mars. J'ai regardé le thème de sa mort et son thème. Il a un très beau thème de mort. On dit souvent que le thème de mort, c'est la qualité d'âme de la personne qui vient de mourir. C'est un très beau thème, donc ça a été une belle âme, quoi. Peut-être il était, en vieillissant, encore une plus belle âme qu'il a été quand il était Premier ministre, ça c'est possible aussi. Surtout comme il a pris un grand coup sur le nez avec quand Le Pen qui s'est retiré de la vie politique, on sait que ça l'a amené à un retrait. Et le retrait ou la retraite, comme disent les spiritualistes, c'est toujours quelque chose qui fait réfléchir, philosopher profondément sur la nature humaine. Il a pu la croire ingrate et être vexé au début, mais après il a dû se dire, tiens, c'est peut-être normal, ça va me permettre moi de creuser mon bonheur personnel, après m'être consacré aussi profondément aux intérêts d'un pays. C'est un peu, je dirais qu'en tant que belle âme, d'après le thème, c'est un peu un saint trotskiste, je dis ça en rigolant, un saint laïque et athée, puisqu'il était d'origine protestant et en même temps laïque. Donc, et ça, c'est possible. Les gens n'y croient pas, ça. Qui c'est qui n'y croit pas? Ben, c'est par exemple les chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui sont complètement corrompus. C'est là où on voit que l'âme, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas adhérer à tel ou tel groupe qui croit en ci ou qui croit en ça. L'âme peut être elle-même déployée dans un thème presque pas de sainteté, mais une âme qui va vers la lumière naturellement, comme le thème de la mort de Jospin. Et à côté, voir des gens qui se prétendent chrétiens, comme Trump, comme Sarkozy. Sarkozy, je rappelle qu'il est chanoine dans l'Église catholique. Il a obtenu ce titre-là. Trump, c'est un baptiste qui défend tous les intérêts de tous les cinglés du christianisme, de l'Armageddon chrétien. Donc c'est des chrétiens profondément corrompus et donc ils ne respectent pas du tout le message du Christ. Ils se servent du Christ comme couverture pour laisser croire que, comme Sarko dans sa prison qui dit oui, je suis contre le Christ, je suis comme Dreyfus, enfin voilà. On se drape de l'effet martyr, parce que dans des pays chrétiens, l'effet martyr fonctionne bien. Alors, à ce propos de l'esprit de la France, là, je vous mettrai une affaire sensible qui est géniale, qu'il faut écouter, ce qui est celle du 23 mars 2026, sur la révolte de la Grèce. J'avais commencé à dire la dernière fois, je me suis mal exprimé, j'ai pas réussi à le dire en entier, qu'il y a 3 pôles pour l'Europe. Il y a un pôle cœur qui est la Grèce, la démocratie, un pôle tête qui est la France, les droits de l'homme et tout ce que ça implique comme vision humaniste de la social-démocratie, et un pôle ventre qui est l'Allemagne, qui est un petit peu l'efficacité au travail et l'efficacité industrielle, quoi, qui est le propre de l'Europe aussi. Donc ces 3 centres doivent fonctionner ensemble, à cette condition, c'est à l'Europe. Et quand est-ce qu'a commencé à mourir la véritable Europe? C'est quand on a tué le cœur, évidemment. Donc écoutez la révolte de la Grèce avec Exarchia, qui est un quartier anarchiste un peu de Grèce, et puis avec un flic, encore une fois, qui a tué un étudiant contestataire. Et là, on voit la cause de la division de l'Europe, elle est là. Elle est dès 2008, hein, c'est-à-dire c'est les premières confrontations de l'ère du Verseau, c'est-à-dire ces jeunes qui sont révoltés, qui sont porteurs d'une nouvelle citoyenneté, et en face le fascisme qui était à l'époque encore très très présent dans la police en Grèce, puisque c'est un ancien pays dictatorial. Dans les dictatures, les fascistes se réfugient ensuite dans la police pour pouvoir continuer à agir. À propos de fascistes, on peut penser à Mélanie aussi. Il y a eu un référendum qu'elle a perdu, donc montée du LFI dans les élections françaises. Mélanie qui se prend une claque parce que comme Berlusconi aussi, hein, c'est les liens entre les partis. C'est Bacchus en bélier, hein, Saturne Bacchus en bélier, Uranus en taureau aussi. J'ai dit que ça reflétait pas mal le fascisme, mais la conjonction Saturne Bacchus en bélier aussi, ça représente la violence, et en particulier le lien des partis avec la mafia. Ça, c'était Berlusconi. Ben, Mélanie, elle vient de là, hein, c'est la suite Berlusconi. Et on a des pouvoirs corrompus. Alors la corruption peut venir aussi de cette fameuse conjonction Jupiter-Proserpine dont j'ai parlé. Pourquoi? Parce que c'est une manière de mentir. Regardez Berlusconi, comment il était sympathique, comment il était mielleux, comment il était boum boum, enfin voilà, tout son truc, tout son délire, ouais, c'est un peu
glauques, sexuels, là, où il se faisait passer pour très sympathique en faisant des petites fiestas avec des filles très jeunes, un peu la Epstein, quoi. Tout ça, c'est tous ces pouvoirs corrompus. Ils correspondent aussi à Jupiter Proserpine. Jupiter, c'est souvent les gens au pouvoir. Quand on joue à Proserpine, ce côté, Proserpine, la jeune fille, hein, je rappelle que dans le mythe de Proserpine, elle est enlevée par Pluton aux enfers, quoi. Ça correspond à ce que faisait Epstein. Donc, ces pouvoirs, ils ont été attaqués par quoi? Jupiter Proserpine positif, c'est-à-dire Proserpine, les valeurs du cœur, Jupiter, la justice, la justice anti-mafia indépendante qui a foutu une claque à l'époque à Berlusconi, et qui a réveillé le peuple qui disait de toute façon c'est foutu, on est obligé d'obéir, c'est des mafieux, si tu leur obéis pas ils te tuent. Donc non, il y a une espèce de réveil face aux abus démagogiques et puis aux abus de pouvoir des mafias. Il y a un réveil du peuple qui correspond tout à fait à ce Pluton en Verseau, sextile Saturne Neptune en Bélier, sextile Uranus Sedna. Uranus va bientôt rentrer en Gémeaux, hein. Donc fin avril, je vous rappelle. Mais avant, il y aura un passage difficile avec la grande conjonction Saturne, Mars, Mercure, Bacchus. Là, ça va être un peu terrible au niveau... On va passer par un maximum de ce qui ne va pas. En tout cas, c'est intéressant de voir que les peuples, quand on leur demande leur avis, ils sont pas d'accord, ils se réveillent. Est-ce qu'on va tenir compte de leur avis? C'est pas sûr. Mais on voit qu'il y a une montée de la conscience quand même, dont il faut... Alors je recommande un peu aussi l'écoute du grand face-à-face sur avec l'invité du 28 mars, qui est Bernard Harcourt, qui a écrit un livre qui s'appelle Le coopérisme, qui est basé sur les coopératives, et qui montre en fait comment il y a, face à une société de surveillance qui est anti-insurrectionnelle, avec des droits de l'homme qui baissent partout, un dirigisme étatique autoritaire qui a lieu partout dans le monde, qu'il soit de gauche ou de droite, ou totalitaire comme en Chine, ou le modèle Poutine, ou le modèle Trump et Netanyahou, évidemment, tout ça c'est des gens, des va en guerre, tout ça, équipés de technologies hyper modernes, donc tout ce qui fait que toute insurrection, toute révolte est punie dans le sang et devient presque impossible. En face de ça, qu'est-ce qui peut s'opposer à ça? C'est exactement ce que je dis depuis pas mal d'années. C'est des écosystèmes de coopératives égalitaires citoyennes, c'est-à-dire et des initiatives locales qui vont se mettre ensemble en réseau pour faire monter la démocratie citoyenne, donc une autogestion du vécu par les citoyens. Ça, et si on rajoute à ça de la spiritualité sortie des cadres religieux, c'est-à-dire qu'on demande aux gens qui ont une religion de lâcher leur folklore propre à leur religion et d'essayer de communiquer, de collaborer avec d'autres qui ont d'autres religions, c'est le principe des spiritualités, eh bien, on peut avoir non seulement cette gestion du vécu concret, des écosystèmes économiques valables, mais on peut avoir aussi des écosystèmes civilisationnels complètement nouveaux qui apparaissent avec de l'art, avec de la co-création, avec de l'écologie profonde, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est l'avenir, mais il faut des gens pour le manifester, et j'en cherche encore, comme je le montre dans mes petites annonces perpétuelles que je mets en bas de cette vidéo. Voilà. Pour vous donner un exemple, alors c'est marrant parce que Macron, toujours un grand destructeur de tout ce qui est bon, a fait en sorte que les récupérations, l'achat par des scopes des usines qui ferment, a été vraiment très très empêché. Maintenant, les salariés peuvent plus acheter leur propre usine pour la faire continuer en supprimant le patron et en se partageant les bénéfices. Et ce qui fait que si on n'a pas beaucoup, ça marche quand même. Alors que si le patron veut d'énormes bénéfices pour payer les actionnaires, on est obligé de fermer l'usine parce qu'elle ne rapporte pas les 30% nécessaires pour les actionnaires. Alors qu'avec 5%, tout le monde peut se payer. Donc chercher l'erreur. Et ça va devenir impossible maintenant. On empêche. Mais n'empêche que partout, il y a eu des coopératives qui ont été créées, que ce soit agricoles, que ce soit... Et voilà. Elles ont été récupérées, bien sûr, par le système capitaliste, souvent comme les mutuelles aussi, la FNAC, tout ça, c'est devenu des entreprises capitalistes, qui ont été vidées des buts premiers, de leurs objectifs premiers. Mais si on revient aux objectifs premiers, qu'on est capable de les mettre en place, on va voir, par exemple, dans tous les SCOB, les petites coopératives, vous avez les salaires, ils sont plafonnés dans un rapport de 4 ou 5 par rapport à 1. C'est-à-dire que le salaire plus bas, vous comptez 1, c'est 4 fois plus le salaire le plus haut. Alors que le rapport dans les grands lobbies, c'est de 1 à 3000.
le salaire plus bas 1, donc c'est souvent le même que celui de la SCOP. Seulement les salaires plus hauts, c'est 3000. C'est-à-dire comment la valeur du travail de quelqu'un peut être 3000 fois plus grande, même s'il a fait des études, je ne sais pas. Non, c'est impossible, c'est une connerie pure. Voilà. Donc ça, c'était un peu ce que je voulais vous raconter sur cette pleine lune. Jupiter Proserpine, c'est aussi coopérer avec le peuple, coopérer en tant que citoyen ensemble, l'une balance, l'une maquet. Comment faire refaire civilisation? Donc on voit que la question qui se pose à travers le spectre économique, puisqu'il y a une crise économique qui est en route, là, vous l'avez tous compris, donc je ne vous le répète pas, mais la maison 2 en France, elle commence en poisson, et contient toutes les planètes en poisson en bélier, ce qui veut dire qu'elle contient le nœud nord, Vesta, Mercure, Nessus, Pallas, Amor, Mars, Neptune, Saturne. Alors Mars, là on s'arrête pour le poisson, puis après en bélier, Neptune, Saturne, Bacchus, Vulcain, Soleil. Après, il y a Iris et Chiron en bélier, mais ils sont en maison 3. Donc on peut dire qu'il y a une énorme charge en maison 2, ce qui veut dire qu'il y a un questionnement qui se pose au niveau des caisses de l'État et tout ça, qui sont vides parce que tout l'argent a été distribué aux plus riches et aux actionnaires, ce qui est l'effet de la politique de Macron qui a complètement détruit l'intelligence qu'il y avait dans le système français, tout en prétendant résoudre les problèmes que posaient les services publics des fois pléthoriques. Il a pris le truc exactement en sens inverse, c'est-à-dire qu'il a renforcé le côté pléthorique là où il y a, et il a supprimé les services publics essentiels ou les a sous-payés comme dans les hôpitaux, les urgences, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui est un destructeur profond parce qu'il comprend rien en fait, on s'en rend compte, il comprend rien en profondeur, il comprend tout à la surface avec des petits logiciels économiques, et puis il suit comme il joue au Monopoly quoi avec la France et puis avec les Français. Et évidemment, il fait monter l'extrême droite, pensant que les néolibéraux ont toutes leurs chances face à l'extrême droite, alors qu'ils n'auront pas leur chance du tout face à la gauche, que j'appelle pas extrême gauche, à bon escient évidemment. J'espère que vous avez compris que l'étiquette extrême gauche est une manipulation de ces gens-là. L'extrême gauche, c'est Poutou, c'est pas Mélenchon, même s'il parle de révolution, comme Macron parle de révolution. Et parce qu'ils savent que les gens ont besoin d'une révolution profonde en ce moment, c'est sûr, il y a ce besoin-là. Donc voilà, thème un peu violent dans le sens, mais violent idéologiquement, on parle d'idéologie, ben voilà, j'en ai parlé, en répondant à la question qui a été posée, et en vous amenant à voir que justement, cette pleine lune est la réponse à tout ça. Bon, bonne pleine lune, et puis bon rendez-vous donc pour la nouvelle lune suivante qui sera le 17 avril. Et là, on sera en plein déjà dans cette grande conjonction difficile dont je parlerai, que aucun astrologue ne va voir pour l'instant, parce que l'astrologie universelle de mutation, comme je répète souvent, contient des éléments scientifiquement établis qui ne sont pas en astrologie classique, et j'ai débarrassé l'astrologie classique des croyances qui n'ont pas paouté, on va dire, pour revenir aux lois essentielles cosmiques vérifiées et vérifiables, comme l'effet statistique qu'avait découvert Gauquelin, etc. Il y a pas mal de règles en astrologie qui sont vérifiables. Et à partir de là, j'ai découvert des structures profondes de l'astrologie qui permettent d'utiliser des nouveaux outils. C'est-à-dire, une fois que les structures philosophiques profondes ont été retrouvées, ça permettait de fabriquer des nouveaux outils que j'utilise. Et dans ces nouveaux outils, il y a certains points planétaires qui sont utilisés, qui sont extrêmement actifs, bien que je ne sache pas expliquer pourquoi ils sont extrêmement actifs, mais la vérité c'est que expérimentalement ils le sont. Donc, et c'est pour ça que vous verrez encore une fois que j'en suis sûr maintenant, puisque ça fait des dizaines d'années maintenant que j'utilise ces outils, et ils marchent extrêmement bien. Ils permettent de voir. Donc rappelez-vous des dates de 19 et 20 avril, l'entrée du paisible taureau va se transformer en une sortie du bélier tonitruante. J'espère que ça ne sera pas trop grave pour l'humanité. En tout cas, ceux qui ont le pouvoir vont plus se sentir pissés et vont exagérer encore leur manière absurde, immorale et profondément dangereuse de faire, au détriment évidemment de la planète et de nous autres. Mais ça, j'empiète un peu sur la nouvelle lune suivante, que j'espère pouvoir encore faire si je ne suis pas censuré encore une fois cette fois-ci. Mais comme j'ai été, voilà. Merci de votre écoute, et puis à la prochaine
pleine lune. N'oubliez pas aussi de regarder les petites vidéos en dessous. Je signale qu'il y a, à part les blagues de Pierre-Emmanuel Barré que je trouve il est assez violent comme humoriste, mais très très bien. Il y a une petite Olivia Zemmour, 78 ans, condamnée à 24 mois de prison avec sursis pour avoir défendu l'humanisme par rapport à la bande de Gaza. Bon, pas mal. Terrorisme d'État contre la boomer qui fait boum, j'ai appelé ça. Il y a totalement Barré, c'est Pierre-Emmanuel Barré, avec son gaucho le clown, c'est assez hilarant. Et puis chez Arte, il y a une dénonciation des faux reportages d'extrême droite très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, comment ils fabriquent exactement la violence dont ils ont besoin pour se développer. Une espèce d'empoisonnement des consciences grâce aux algorithmes. Puis ceux que j'aime bien, c'est l'émission sur Blas Rhinocéros. Ils sont assez marrants, l'espèce de couple avec Usul. Et Usul qui est un peu carrément, je pense, un trotskiste. Je les connais bien, donc je vois bien comment ils fonctionnent. Mais qui dénonce la peur bleue des médias face au fait qu'il y ait eu une montée de LFI qu'ils n'ont pas du tout compris. Et ils essaient de transformer tout ça, cette montée de la justice et de la vérité, ils essaient de transformer ça en guerre de religion. Donc c'est pour ça que je parle à quand la prochaine Saint-Barthélemy, puisque c'est ça qu'ils veulent apparemment. Vous verrez sur le dessin le mandala que je mets, comment on peut comprendre le bélier avec ces deux directions. Je ne vais pas trop l'interpréter, je vais vous expliquer le fonctionnement simplement. C'est que la force a deux côtés, un côté obscur et un côté lumineux, ça vous connaissez Star Trek, on peut appeler ça l'épée du Jedi. C'est l'endroit où on a le choix. Tout être humain, il a un choix. Il a un choix que j'appelle apocalyptique, c'est-à-dire un choix qui peut révéler ce qui est caché dans nos profondeurs, ou au contraire un choix qui peut obturer, assombrir en fait ce qui est caché dans nos profondeurs. Donc ça se situe dans le bas du symbole du bélier. Vous voyez, j'ai mis le mot peur dans la petite boucle en bas, parce que tout part de la peur dans l'être humain. Cette peur, elle vient de l'inconscient, de la psyché intérieure. Le rapport existant entre le moi, l'ego, qui s'identifie au corps humain, et le soi, la recherche de l'être profond, cette dualité totale entre l'être et l'ego crée une espèce de tension qui crée de la peur. On a toujours peur de manquer, de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir, on a peur de la mort, on a peur de souffrir, ça. Donc cette peur, elle est fondamentale. C'est ce que disait Bouddha, dans la première noble vérité du Bouddha, c'est la souffrance est obligatoire, elle est là. Elle vient de cette peur. Donc, mais cette peur va permettre de s'ouvrir ou de s'ouvrir. C'est l'un ou l'autre, c'est jeu de mots. Selon qu'on prend une branche, une autre. Alors, qu'est-ce qui va nous faire monter dans la branche souffrance? C'est bien simple, ça va être si on bloque la peur, c'est-à-dire qu'on la ravale, on la bloque, et on l'intègre à sa structure. C'est-à-dire que on commence à penser, à réagir, à communiquer à partir de la peur. Ce qui fait que tout est pollué par la peur, et ça va entraîner des phases successives. D'abord la normose, c'est-à-dire qu'il faut que je sois comme les autres, sinon c'est pas bien. Ensuite la névrose, je vais refouler des désirs en moi, et ça va me faire souffrir. Et la souffrance augmente, plus la névrose est forte, plus on arrive au ressentiment, c'est-à-dire il y a une violence intérieure, il y a un mécontentement tellement profond qu'on en veut à des proches ou à la terre entière. C'est là que des masculinistes, par exemple, vont frapper leurs femmes, tout ça. Enfin, le ressentiment monte, et quand le ressentiment monte, on arrive à la paranoïa, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on a l'impression que quelque chose s'acharne sur nous, venant d'ailleurs. Venant de qui? D'extraterrestres, d'un complot mondial, enfin voilà, il y a tout ce truc-là. Et là, on arrive à une espèce de compétition. Alors le sommet de la courbe, que vous voyez en haut, c'est la haine. Et c'est cette haine associée à la compétition vue comme processus obligatoire de relation entre les êtres humains qui va créer le fascisme. Le fascisme, alors là j'étais pas d'accord avec Eric Sadin dans ce qu'il dit d'ailleurs, il appelle fasciste, il dit ouais, ceux qui parlent de technofascistes sont des imbéciles. Non, moi je parle de technofasciste, je suis pas un imbécile, des d'une, et de deux, c'est lui qui se trompe profondément. Le fascisme n'est pas du tout l'expérience historique qui a eu lieu avec Mussolini. C'est là que le fascisme est né, mais le fascisme ne se réduit pas à cela. Le fascisme, sa définition, c'est quand le but de la société humaine est vu
comme l'avènement des plus forts et la domination des plus forts sur les plus faibles. C'est-à-dire que le fascisme explique que le fort a raison d'être fort et que le faible doit s'écraser face au fort. C'est l'inverse exact de l'évolution qui a eu lieu dans l'être humain. Toutes les civilisations ont prospéré en protégeant, en étant en protection des plus faibles. La sécurité sociale, par exemple, c'est un exemple de ça. Le fait que vous soyez emmené à l'hôpital gratuitement, peut-être pas après d'ailleurs, mais que vous soyez soigné par vos congénères quand vous êtes blessé, le fait que on vienne en aide aux enfants pour les éduquer ou qu'on vienne aux vieillards quand ils peuvent plus arquer. Bon, tout ça, c'est l'organisation sociale. Le fascisme va à l'inverse de ça. Il dit, d'ailleurs, les premières lois qu'a fait Hitler, c'était pour, il a laissé crever les hôpitaux psychiatriques de faim, quoi. Les fous mangeaient leurs doigts. C'était tellement ils crevaient de faim. Donc il a fait ça, quoi, en Allemagne. C'était, voilà. Alors, le nazisme, le fascisme, voilà. Tout ça, c'est pareil. Mais l'essence du fascisme, c'est la justification de la domination du fort sur le faible. Justification qui fait système armé à l'époque du milieu du XXe siècle, mais qui peut faire système médiatique ou de surveillance par caméra et domination des algorithmes truqués sur la conscience des gens. Ça peut être un nouveau fascisme que l'on peut appeler technofascisme, il n'y a pas de problème. C'est bien Musk, c'est bien quelqu'un qui veut dominer le monde et qui se croit supérieur. Donc il n'y a pas, et son salut nazi n'était pas du tout une erreur un geste, la main qui est partie toute seule, comme le docteur Folamour. Il faut voir le docteur Folamour quand le type, sa main part toute seule vers le il est là, puis hop, il ramène sa main avec l'autre main. Il n'a pas fait exprès, le pauvre. Le salut Musk, c'est exactement pareil. C'est le Hitler dans le docteur Folamour de Kubrick. Kubrick, c'est un génie, hein. Il a vu beaucoup de choses. Donc ça, c'est la recherche du pouvoir. C'est le fameux Bacchus qui est du côté là. Et l'autre côté, il y a l'opposé de Bacchus, c'est Apollon. Et le bélier, c'est le grand signe de choix entre Bacchus et Apollon. Donc là, si de la peur, vous la refusez en tant que structure, c'est-à-dire que vous acceptez de la dévoiler, de l'accueillir en vous, pour refuser qu'elle s'intègre à vos structures de pensée. C'est ça le refus. Ça ne veut pas dire qu'on la refoule, hein, c'est l'inverse exact. C'est-à-dire, quand on refoule la peur, elle reste dominante. Si vous la refusez en tant que système d'organisation de vous-même, c'est-à-dire vous choisissez de ne plus obéir à la peur, vous dites je refuse d'obéir à la peur pour guider ma vie. La peur peut m'indiquer une direction à suivre peut-être, mais elle peut m'indiquer quelque chose, mais je ne veux pas lui obéir justement, parce que souvent elle donnera la mauvaise direction. Je donne souvent l'exemple de la blague du garagiste, la nana qui s'arrête au garagiste. Ça fait, je sais pas ce que ça veut dire, il y a ce voyant rouge qui clignote depuis 5-6 km, je me suis arrêté, ça m'inquiète beaucoup, est-ce que vous pourriez m'aider s'il vous plaît? Voyant le garagiste, il arrive, il regarde, ah oui, effectivement, il prend un marteau, paf, il pète le voyant rouge, et puis, voyez, vous pouvez rouler, vous inquiétez plus. Quelqu'un qui fait ça, c'est un fou, quoi, c'est quelqu'un qui, la peur est un signal d'alarme, comme ce voyant rouge qui vous dit, attention, quelque chose merde. Le signal d'alarme, il faut jamais obéir à la peur. La peur indique toujours la direction inverse de l'évolution. Donc refuser d'obéir à la direction que nous invite à prendre la peur, c'est commencer à aller dans la bonne direction, vaincre sa peur, donc la dévoiler, la regarder, l'accueillir et dire qu'est-ce qu'elle veut me dire. À ce moment-là, on arrive à ce qu'on appelle, en phase de normose, on a la psychothérapie, c'est-à-dire tout ce qui va être... Alors psychothérapie peut être des fois inconsciente, hein, des fois un cours de danse ou de théâtre peut être une psychothérapie sans que ça ait l'appellation psychothérapie. Psychothérapie c'est large, on peut aller voir quelqu'un qui est... D'ailleurs quelquefois un psychiatre qui soi-disant va faire une psychothérapie, il va rien faire du tout, il va donner des médocs pour diminuer la tension nerveuse qui servent à rien du tout et ce qui va vous rendre encore plus malade. Alors que un cours de théâtre peut très bien être une psychothérapie qui dit pas son nom, et ça marche très très bien parce que vous épanouissez, vous commencez à sortir de votre peur, justement, de votre peur de vous exprimer, et en vous exprimant, vous commencez à voir que vous pouvez jouer un vieillard, un arabe, une femme, un enfant. Vous pouvez jouer n'importe quoi, vous pouvez jouer le méchant, le bon, voilà, ça c'est le théâtre, c'est formidable pour ça, ça vous permet de prendre des personnages différents et d'apprendre à connaître l'humain à l'intérieur de vous-même et à vous voir comme multiple aussi, c'est rigolo. Alors on va vers le développement personnel évidemment, en face de la névrose c'est le développement personnel, c'est-à-dire on apprend à avoir un moi équilibré, harmonieux,
voilà, qui fait du yoga et du massage, qui est vraiment voilà, un bon coup, quoi. C'est du tantrisme, voilà. Mais évidemment, il faut que ça aille plus loin. Et plus on s'ouvre, plus on va voir que ce qui compte, c'est pas de développer un moi, un m'as-tu vu, quoi. Ça va être de rentrer en reliance avec les autres. C'est-à-dire de se relier de plus en plus habilement, profondément, avec de la complicité, de la fraternité avec autrui. Et évidemment, ça va tout doucement vers ce que l'opposé de la paranoïa, c'est-à-dire la reliance, c'est l'opposé du ressentiment. Et la méditation, c'est l'opposé en face de la paranoïa, c'est-à-dire au lieu d'avoir peur de son intérieur et de projeter cette peur sur des ennemis extérieurs, on va rentrer dans cet intérieur, aller voir tout ce qui est plus sombre à l'intérieur et le transformer en lumière, c'est-à-dire en conscience pure. Évidemment, le résultat, c'est l'amour. C'est-à-dire l'idée que ce qui doit structurer la société, ce n'est pas la compétition, mais la coopération. Et donc, c'est la nouvelle conception qui doit venir pour l'ère du Verseau, qui est une ère de fraternité. Évidemment, ça engendre comme type de fonctionnement un peu concret, à la place du fascisme, la démocratie participative, c'est-à-dire le moyen de faire participer tout le monde à des décisions de manière à ce que tout le monde se sente entendu. Le bout du bout de chaque corne de bélier, c'est le système final. Dans le système dans la recherche du pouvoir, le système final, c'est le totalitarisme, qui peut être technologiquement induit également. Alors que du côté de l'amour, du côté donc apollinien, alors que l'autre c'est le côté bacchusien, et bien le côté apollinien, c'est ce que j'appelle les spirinautés, c'est-à-dire la recherche de l'évolution et la recherche de la spiritualité en tant qu'évolution, et le fait que dans le futur, alors est-ce que c'est dans un siècle tout ça, on aura à cœur de ramener les valeurs spirituelles au cœur des structures sociales, dans l'organisation même des structures sociales, de manière à ce que les individus soient heureux. Alors évidemment, tout ça, c'est une manière de voir le bélier, c'est-à-dire l'influence de l'homme rentrant dans la vie, bien sûr, mais on voit très bien que la recherche profonde derrière tout ça, c'est le soi, la recherche de l'être en réalité. Il est évident que dans les deux cas, le soi nous demande de faire un choix, le choix du choix. Et donc, il y a une alternative pour l'être humain, c'est une espèce de pseudo-libre arbitre, là où doit se placer l'intention, justement, l'élan du cœur. L'élan du cœur doit aller vers du côté de ce qui permet l'épanouissement de la conscience, ce qui permet de faire de la vie une école. Et ce grand V du bélier, là, ça devient une victoire au lieu d'être de la veulerie. Voilà. Eh bien, cette fois j'arrête là. Je voulais évidemment, vous pouvez vous servir quand vous voulez de ce mandala, parce qu'il est extrêmement précieux pour que vous compreniez comment fonctionne réellement la vie humaine et l'évolution. Voilà, cette fois j'ai fini. J'ai mis le plus intéressant à la fin. Désolé pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter jusqu'à la fin. Et puis bravo pour ceux qui ont écouté jusque-là. Ça leur fait un cours très intéressant. Au revoir, et donc rendez-vous pour le 17, j'ai dit, je crois que c'est ça, avril pour la nouvelle lune, un petit peu avant. Bon, ceci est enregistré 3 jours avant la pleine lune. Merci, à bientôt. Si vous avez plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces et aussi de transmettre aux gens pour qu'ils comprennent un peu par ces raisonnements comment fonctionne l'astrologie en profondeur, l'astrologie universelle mutation, et comment fonctionne la vie surtout. Le V du bélier, c'est un V de vie, et de vérité et de vertu, ce qui est la vraie virilité du bélier. Merci et à bientôt.